It's a brand new day. Hey. Wake up every morning and say it's a brand new day. Hey. Take a good day, make it great, okay. Comme vous le savez peut-être, le projet de la Voix des grimpeurs, ça fait à peu près 2 ans que ça existe, puis maintenant presque 1 an aussi pour l'entreprise de l'Académie des grimpeurs au niveau du coaching. Mais en dehors de ça, j'ai une compagnie dans le domaine du chauffage et climatisation dans la région de Québec. Donc les gens de Québec, écoutez ce petit message-là. On va être capable de pouvoir vous offrir le prix Amis et Famille parce que InnovaClim est un sponsorship officiel de la Voix des grimpeurs. L'été arrive, il va faire chaud, donc si vous voulez un climatiseur, une thermopompe, envoyez-nous un message sur InnovaClim.ca ou La Voix des grimpeurs sur Instagram. Puis on va être capable de pouvoir vous faire le prix Amis et Famille, vous installer un super système pour cet été. Donc, bon matin à tous sur cet magnifique épisode de La Voix des grimpeurs. Donc, comme j'ai dit tout le temps, le but du podcast, c'est vraiment de rassembler la communauté de grimpe francophone. Donc, autant au Québec qu'en Europe. Puis, en fait, je suis présentement à Paris pour, en fait, le salon de l'escalade qui était hier, puis avant-hier. Puis, en fait, j'ai déjà fait des podcasts avec Léo, qui est à ma gauche présentement, en fait, dans les dernières années, pour parler d'escalade, en fait, d'entraînement pour l'escalade. Puis aujourd'hui, en fait, je suis avec la team complète. Donc, la team Ascension, Mathias, Pierre et Léo qui vont pouvoir se présenter dans quelques minutes. Puis comme je l'ai dit tout le temps, si vous aimez le podcast, la meilleure façon de nous aider, c'est vraiment de repartager le show. Donc, soit mettre un 5 étoiles sur Spotify, laisser un commentaire sur Apple Podcast ou même sur YouTube pour les gens qui nous écoutent en visuel. Puis, pour vrai, ça nous aide beaucoup plus que ce que vous le pensez. Donc, sans plus tarder, en fait, le sujet du podcast d'aujourd'hui, puis vous allez voir que ça fit énormément avec la team Ascension. Ça va être vraiment de parler de comment on est capable de rendre notre escalade prédictible. Donc, comment en fait on peut s'attendre à avoir des résultats, comment on peut vraiment rendre notre escalade... en fait, savoir qu'on va être capable d'améliorer nos métriques en entraînement, notre escalade au niveau technique. Puis ils vont peut-être aussi pouvoir nous révéler quelques nuggets par rapport à leur sauce à eux. Donc, bref, j'arrête de parler j'arrête la petite introduction. Puis, en fait, messieurs, si vous pouvez peut-être vous présenter rapidement comme il vous plaît. Donc, vous pouvez vous présenter comme grimpeur ou comme être humain ou comme coach ou comme ce que vous voulez. Donc, je vous laisse la carte blanche. On se présente comme l'équipe Ascension. Vas-y, je te laisse commencer. Ok, on va saluer tout le monde. Du coup, moi, c'est Mathias Noirel, du coup, coach dans l'équipe Ascension. Du coup, ceux qui connaissent pas un peu notre team, on a créé Ascension tout simplement pour aider les grimpeurs à progresser avec cette méthode en ligne. Et avec Léo et Pierre, du coup, on a chacun mis nos petites, comme tu disais, nos petites sauces, tu vois. Donc, nos petites idées. Et donc, moi, mon parcours c'est pour vraiment... Exactement, c'est sorti tout seul. Donc, moi, pour expliquer un peu plus, du coup, mon parcours, je suis grimpeur depuis mon enfance. J'ai commencé l'escalade à mes 5-6 ans. J'ai toujours fait ça dans ma vie et j'ai eu un double parcours à partir de mes 18 ans où jusqu'à mes 18 ans j'ai fait que de l'escalade et à partir de 18 ans du coup j'ai commencé à faire aussi le sport du Ninja Warrior. Du coup il y en a pas mal qui me connaissent aussi pour ce monde-là sportif et donc j'ai fait plusieurs saisons de l'émission Ninja Warrior, la 5, 6, 7 et 8. C'est fou ça. Ouais, c'est dingue. C'est quand même... c'est cool. C'est quand même trop stylé parce que c'est deux sports qui se ressemblent. Donc quand je suis allé pour ma première fois dans la saison Ninja Warrior en saison 5, j'avais fait un entraînement Ninja Warrior dans ma vie et ça m'a suffi pour aller très loin dans le parcours et me dire ok j'ai envie d'avoir maintenant cette double casquette d'athlète à la fois dans l'escalade comme le Ninja Warrior, parce que oui, en escalade, j'ai fait des compétitions toute ma vie aussi, mais du coup, ça m'a redonné un peu goût à 18 ans, vers les 18 ans, de faire de la compétition dans un autre sport, donc le Ninja Warrior. Et en saison 8, du coup, la 4e saison, j'ai réussi à gagner l'émission.
Let's go! Ouais. Voilà. Donc, Nice. donc c'était juste incroyable après 4 ans d'entraînement intensif pour ce sport spécifiquement. Et je suis même allé au championnat du monde à Washington pour représenter mon pays et du coup arriver du coup vraiment là-bas à être dans une ambiance incroyable parce que en France c'est pas très connu le Ninja Warrior, mais aux États-Unis c'est bien plus connu avec American Ninja Warrior là-bas. Dis-toi le prize money là-bas c'est 1 million, donc dis-toi les gens ils sont en mode ouais il faut réussir à Il être faut que fort. tu gagnes avec ça. Donc voilà mon parcours à moi. Ah, nice. C'est pas pour rien que j'ai les mains moites, je suis à côté de Mathias, tu vois. Ah ouais? Tu l'as dit que t'as été à chaque finale, chaque saison, à chaque fois? Non, c'est vrai que j'ai fait finale à chaque fois, finaliste à chaque fois, et bien sûr, à Ninja Warrior, en fait, en finale, on a trois parcours de finale, et le 4e, c'est la corde. La corde, c'est l'épreuve ultime pour savoir qui est vraiment le vainqueur. Ah ouais. Donc, je suis arrivé quasiment à chaque fois très proche de cette corde, mais jamais à la corde, à part la dernière année en saison 8, où là, pour le coup, je l'ai bien monté la corde assez vite. je l'avais bien entraîné cet exercice-là, donc ça a bien marché. C'est cool. Puis j'imagine en plus que le fait d'être un bon grimpeur de base, ça aide. Là. Je veux dire, est-ce que c'est des muscles qui sont quand même assez similaires ou c'est complètement... ou c'est quand même plus différent que ce qu'on pense? En fait, dis-toi de manière très simple, tout est similaire parce qu'on va faire des jetés, on va être sur le haut du corps, on va avoir des coordinations à faire, etc. Mais par contre, le seul truc qui est différent entre l'escalade et le Ninja Warrior, c'est quand tu as un obstacle que tu gardes en main et que tu dois envoyer sur un autre réceptacle. Et par exemple, ceux qui connaissent un peu le Ninja Warrior, le flying bar, c'est vraiment quelque chose où on a une barre de traction qu'on transporte avec nous. Comme ça, ouais. Lunaire. Vers l'avant aussi, tu vois, tu jettes de l'ordre de 2,50 m, 3 Ouais, mètres ouais. en avant, tu vois. C'est fou, pareil, c'est impressionnant à regarder en plus. Là. Après, de base, avant le ninja, c'était déjà ta spécialité de sauter un peu à droite, à gauche, grosse cordeau, jump. Donc, il y avait En des escalade. très bonnes bases. Ouais. T'auras beau avoir un très bon niveau en grimpe, si t'es pas fan de tout ce qui est jeté, cordeau, tu peux avoir vraiment du mal. Parce qu'il n'y a Exact. pas que du statique dans ce genre d'émission. Ouais. Exactement. Exemple comme un grimpeur comme moi. Là. Moi, j'aime un peu moins les Faut cordeaux. que tu là, sois c'est fort ça. faut que tu sois fort en no-foot, en fait. Ouais. Et C'est en no-foot et en puissance, en explosivité, et surtout en endurance. Mais tu vois, c'est pas tant l'endurance des doigts, tu vois, comme tu peux avoir sur Ouais. la voie. C'est vraiment l'endurance un peu de la poigne, tu vois, et vraiment ton grip. C'est juste, par exemple, rester suspendu à une barre de traction pendant 10 minutes, tu vois. C'est vraiment très différent comme fatigue, même si c'est la même douleur et tout. Enfin, ça, je pense, de toute façon, tu vois de quoi je parle. Ouais. Mais on va dire, c'est un peu les mêmes facteurs limitants de la performance, tu vois, en termes de puissance, de force, d'explosivité, tout ça. Après, t'as la grosse partie coordination avec, en gros, c'est de l'escalade en no-foot, si tu fais un gros arrondi. Et après, ouais, l'endurance, c'est un peu plus localisé, endurance de grip, tu vois, que vraiment endurance de fléchisseur des doigts. Mais ouais, c'est clair que si t'es un très bon grimpeur à la base, Ça t'as aide. des chances d'être fort en ninja, ouais. Cool. Puis vous deux, les boys, on va finalement Bah ouais, faire un vas-y. épisode juste de Ninja Warrior. Mais c'est vraiment intéressant pour vrai comme parcours. Là. Ouais. Bah, moi, de mon côté, c'est que de la grimpe. J'ai déjà eu l'occasion d'avoir la petite invitation de TF1, mais ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on te demande juste un essai dans l'émission, tu vois. Un essai, c'est quand TF1, même... ça, c'est Ninja Warrior, dans le fond. Ouais, c'est ça. Ok, c'est ça. Et pour Ninja Warrior, t'as que un essai, donc ça reste quand même une sacrée pression. Donc moi, je suis resté dans le monde de l'escalade, c'est assez cool, mais j'aurais pu avoir l'occasion et non, c'est... Du coup, moi, de mon côté, je m'appelle Pierre, je suis coach de chez Ascension. J'ai 25 ans, actuellement j'habite à Nice. Et comme Mathias, j'ai commencé l'escalade aux alentours de 6 ans, donc on va dire que ça fait 20 ans que je grimpe. De mon côté, j'ai commencé les compétitions assez tôt, donc toujours niveau perf. Et vers l'âge de 14-15 ans, toujours avec les compétitions, j'ai switché entre compétition et performance en falaise. Et voilà quoi. Donc si je dois résumer un petit peu, il y a eu des beaux petits résultats, 3 titres champion de France, des victoires en Coupe d'Europe. Des petits résultats. Ouais. Ça fait Ouais, plus que 19 ans aussi à l'extérieur. Ça Et se du peut-tu? coup, et une dizaine de voix dans le 9e degré. Nice. Voilà. Donc ça, c'est le résumé. Et on va dire qu'en ce moment, il y a toujours le côté perf que j'aime bien, mais on va dire 50-50 avec le coaching qui est tellement un autre monde aussi, super intéressant, auquel je donne quand même pas mal de temps en ce moment. Donc voilà, je switch entre les deux tableaux. Nice. Ouais, c'est ça.
Et on n'a pas précisé qu'on a commencé l'escalade ensemble, du coup, dans il y a le 20 même, ans. dans le même club, exactement. Donc, Ah ouais. T'as quel âge, toi, Mathias? j'ai 26 ans, Ah, du coup, là. 26, ok. 26, Ok. 25. Mais vous avez l'air plus vieux que 25, 26. Non, mais vous avez l'air plus mature. Ah, c'est vrai? Moi, j'ai 30. Là, moi, je suis une vieille croûte. Là. On me donne souvent 35 avec ma barbe, c'est sûr Ah que ouais. ça fait plaisir. Mais oui, les premiers entraînements, c'était avec Mathias. Je me souviens, on faisait la course, il me faisait stresser parce qu'il fallait attraper l'autre selon l'exercice. Ouais. Voilà, c'était le collègue tout petit. Nice. Donc se retrouver là, voilà, même pour le podcast ou hier au salon de l'escalade ou à coacher, encadrer les gens, ça fait toujours plaisir. On envoie toujours des petits messages à notre ancien entraîneur, pas tout le temps, mais on va dire 2 fois par an, et ça fait toujours plaisir, on le remercie de ça. Comme vous le savez, ça fait un petit peu plus qu'un an qu'on offre du coaching avec l'Académie des grimpeurs, puis on a aidé un petit peu plus qu'une 50aine de grimpeurs et grimpeuses à progresser à travers leur escalade. Donc, que ce soit pour de l'accompagnement technique, physique, mental, puis même nutritionnel, on a le coach qui peut vous aider. Mais depuis maintenant un peu plus qu'un mois, on a lancé notre tout nouveau programme qui s'appelle le programme du grimpeur tardif. Ce programme-là est vraiment spécialisé pour les grimpeurs et les grimpeuses qui ont commencé après l'âge de 25 ans. Parce qu'on s'entend que la progression d'un grimpeur ou d'une grimpeuse qui commence à l'âge de 10 ans va être vraiment différent de quelqu'un qui commence dans les alentours de 25 ans et plus. Donc le but, c'est vraiment de faire en sorte que tu puisses te sentir fort, que tu puisses grimper mieux, puis que tu puisses avoir un accompagnement qui va être vraiment capable de t'aider à progresser à travers ton plateau si tu as commencé l'escalade un petit peu plus tard dans ta vie. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, envoie-nous un message sur Instagram coaching, puis on va pouvoir regarder justement si le programme est fait pour toi. Puis si oui, ben on se retrouve de l'autre côté. Nice. Est-ce que vous étiez amis il y a 20 ans? Ouais. OK, fait que ça fait quand même longtemps. C'est une amitié de longue date, là. Ouais, Vous avez été ouais. depuis longtemps. Ouais, c'est ça. Donc, c'est juste trop bien de pouvoir partager, comme disait Pierre, les valeurs qu'on a eues enfant avec nos coachs qui, du coup, étaient très dans ce transfert de passion. Donc là, c'est ce qu'on fait à travers ce coaching de, bien sûr, ce côté scientifique qu'il faut mettre en place, mais aussi cette passion que, pour nous, est trop importante à transférer vers les autres. Donc, c'est juste top. Vraiment. Cool. Non, ça fait Bon, déjà Charles. une bonne intro. Moi, j'en ai déjà parlé Ouais, c'est dans vrai. plein de podcasts, mais moi, du coup, j'ai commencé à grimper quand j'avais 18 ans et j'ai vraiment découvert l'escalade à 18 ans. On a déjà fait des podcasts ensemble, je me suis déjà un peu présenté, donc je vais être un peu rapide. Mais du coup, ça fait, ça doit faire 6, 7, 8 ans, peut-être 7 ans à peu près que je grimpe. Je m'entraîne vraiment sérieusement depuis, ça doit faire 5 ans à peu près. Tu vois, les 2-3 premières années, c'était pas trop sérieux. Et 5 ans d'entraînement vraiment. Et puis, je me suis passionné vraiment pour la grimpe, l'entraînement, etc. Et moi, c'est ça que j'aime bien, tu vois, le côté vraiment, on va en parler juste après, progresser dans un Scientifique, sport. exact. Ouais, tu as vraiment ce truc de tu progresses en termes de force, en termes de résistance, de cotation. Tu vois, il y a vraiment une carotte un peu, tu vois, qui te pousse à pratiquer. C'est pas trop comme d'autres sports où c'est des compétitions. Tu vois, je sais pas, par exemple, on parlait de tennis il y a pas longtemps, où tu vas avoir juste un classement et tu vas être, je sais pas, 40e, 45e. Tu vois, ça parle pas trop, tu vois. Ça donne envie de progresser, mais t'as pas toutes ces petites métriques, tous ces petits trucs où tu t'entraînes vraiment tout seul et tout. Et du coup, moi, c'est ça que j'ai aimé dans l'escalade. Tu vois, c'est ce côté où tu peux progresser sur plein d'aspects en même temps. Et du coup, on a commencé Ascension. Si on arrondit, ça fait à peu près 1 an maintenant qu'on est associés. Et là, du coup, depuis qu'on a commencé, tous les 3 en cumulé, je pense qu'on a dû coacher plus de, 300 grimpeurs, tu vois. On nous a vraiment aidé à progresser sur des suivis qui durent minimum entre 4 et 6 mois. Et on a des progressions qui sont vraiment cool. Et là, bientôt aussi, je pense, après le podcast, on publiera ce qu'on appelle, nous, des études de cas. C'est vraiment, on va vous montrer concrètement comment on travaille un peu avec nos clients. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'ils ont fait, tu vois, en termes de progression, des chiffres aussi, tu vois, pour se comparer. Tu vois, par exemple, un grimpeur de 40 ans qui a gagné 20% de force en 1 an d'entraînement, où on se dit, ouais, après 40 ans, on va plus pouvoir gagner en force ou quoi. Bah non, nous, on a prouvé le contraire, tu vois. Donc non, ça c'est vraiment trop cool et c'est ça qui m'intéresse moi dans le coaching, tu vois, c'est de montrer que si tu adaptes ta pratique à ton emploi du temps, à tes contraintes et que tu as des objectifs qui sont clairs et réalistes aussi surtout, d'où l'importance tu vois d'avoir un coach qui va te dire si ton objectif il est réaliste ou pas en fonction de son expérience et tout. Mais voilà, nous c'est tout ça qu'on essaie de transmettre avec Ascension, tu vois, c'est vraiment ce truc de structurer sa pratique pour progresser au mieux et ne pas se retrouver dans la jungle un peu, tu vois, de l'escalade sans trop savoir quoi faire, se blesser parce que tu es en surentraînement ou quoi. Et je pense qu'on va parler de tout ça juste vraiment. après là dans le podcast. Ouais, c'est ça qui est cool aussi avec l'escalade, je trouve, c'est que justement, puis qui peut être aussi un piège en même temps, c'est que justement l'escalade c'est un sport qui est multifactoriel, dans le sens que tu as la force doigt, tu as l'endurance de doigt, tu as la technique, tu as le mindset, tu as un paquet de périmètres, de facteurs, c'est ça qu'on peut travailler. Donc c'est intéressant parce que
tu peux voir du progrès de 1001 façons, mais en même temps, quand t'as pas de coach ou quand t'es pas capable de t'auto-coacher, puis tu sais, même moi, en ce moment, tu sais, avec l'Académie des grimpeurs, moi, tu sais, on coach des gens, mais moi-même, j'ai un coach pour pouvoir m'aider à voir ce que même moi, je suis pas capable de voir malgré les connaissances que j'ai. Fait que je pense que d'avoir un œil externe, c'est tout le temps quelque chose qui est super, qui est super important. Puis justement, le fait que ce soit multifactoriel, ben, ça peut être mélangeant de savoir, OK, tu sais, des fois, on pense que notre lacune, c'est telle chose, mais finalement, quand on regarde les métriques puis quand on regarde la science derrière ça, ben finalement, ça peut être quelque chose de complètement différent. Là. Fait que, bref, rentrons dans le sujet qui est. Oh, wow. Mais C'était une longue introduction, mais impossible de s'arrêter là, j'avais envie de rebondir. J'ai la main moite encore plus là. Mets de la magnésie. T'as sorti les facteurs, je me suis dit, oh waouh. Surtout que là au salon, le nombre de retours qu'on faisait, voilà, tu rassures si le mec il a des métriques pas top ou s'il a des métriques très bonnes mais qu'il a pas un bon niveau, tu rebondis sur 1 milliard de choses. Donc, ouais, autant on commence direct le sujet. Yeah. Puis, tu sais, en fait, le sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment comment on peut rendre notre escalade prédictible. Fait que, tu sais, la première chose que je voulais parler avec vous, c'est en fait, selon vous, pourquoi c'est important de rendre l'escalade prédictive pour quelqu'un ou quelqu'une, ou un homme ou une femme qui veut progresser en escalade? Bah, tout simplement, en fait, moi, dans ta question, ce qui me vient à l'esprit direct, c'est, tu vois, tout à l'heure, tu parlais des objectifs. Si tu as un objectif et que, du coup, on arrive à identifier via des tests ou via une analyse technique, etc., les points à travailler en priorité, et bien forcément, si on a les bons repères, on va, du coup, se baser sur ça pour la suite et la progression de manière prédictible, tu vois, et avec des cycles qui vont être vraiment basés sur justement l'objectif, sur les points de repère qu'on a eu en test, que ce soit pour un cycle volume, force, résistance, peu importe, tu vois, ça va être vraiment personnalisé à la personne et du coup là, la force d'un programme du coup personnalisé va permettre à la personne de déjà avoir un plan, se dire ok, ouais, si je suis ce plan, je sais que dans 4 mois, en théorie, je devrais atteindre ce niveau. Okay. Donc après, bien sûr, comme on disait... c'est ça. Ouais, bien c'est sûr. ça. Comme tu as dit, il y a tellement de facteurs que l'escalade, on peut pas tout gérer. C'est ça la beauté du sport. C'est pas du 100 mètres où vraiment c'est au détail près. Là, l'escalade, comme tu dis, il y avait tellement de choses à faire que tu peux toucher un peu à tout. Donc c'est normal que quand tu es enfant, tu progresses assez vite. Mais on voit beaucoup de gens qui disent je stagne tellement il y a de choses à faire et du coup ils sont perdus, ils se blessent, etc. Exactement. Donc, ça dépend de l'âge auquel tu as commencé aussi. Tu vois, nous, on a de plus en plus de grimpeurs qui nous contactent, qui ont, tu vois, entre 25 et 40 ans, si je fais une très grosse fourchette, tu vois, mais qui ont commencé l'escalade il y a 2-3 ans, tu vois, et qui stagnent déjà et tout. Mais à cet âge-là, t'as pas du tout les mêmes adaptations en termes de tendons, ligaments. Même t'as plus de stress dans la vie en général. T'as moins de temps pour grimper, pour pratiquer. Donc, c'est pas du tout les mêmes problématiques que, comme tu disais, tu vois, quelqu'un qui commence à grimper à 5-6 ans et qui stagne quand il arrive à 20 ans, tu vois. Là, c'est pas du tout les mêmes profils et c'est limite. Quand t'es coach, c'est 2 métiers différents. Tu vas coacher des gens qui ont commencé à grimper jeunes et des gens qui ont commencé à grimper à plus de 25 ans, tu vois, si j'arrondis. C'est pas du tout pareil, tu vois. Ouais, nous, carrément. on a C'est fou parce qu'en plus, vous deux, vous avez commencé. C'est drôle parce que vous deux, vous êtes de l'autre côté de la table, puis nous deux, on est de l'autre côté de la table. Mais je veux dire, vous deux, vous avez commencé à 5 ans, l'escalade. Puis nous deux, on a commencé. Vieux, moi, j'ai commencé à 20. Là, j'ai 30, j'ai commencé à 25 à peu près. Là. Fait que moi, ça fait 5 ans que je grimpe. Puis j'aurais tellement voulu pouvoir commencer à justement 5-6 ans. Puis. Mais c'est rigolo parce que moi, je me dis la même chose, tu vois. Je me dis, est-ce que du coup, si je t'ai pas tombé dedans enfant, est-ce qu'à 25 ans, est-ce qu'à 20 ans, à 18 ans, je me serais dit, ok, je me donne corps et âme dans ce sport. Tu vois, je me pose souvent cette question, tu vois. Et du coup, je suis assez admiratif de ce genre de profil aussi, tu vois. Et c'est ce que j'aime du coup dans ces profils qui sont différents. Et tu vois, comme on disait tout à l'heure, si on fait une programmation qui est juste parfaite en théorie, eh ben, il y a tellement de facteurs extérieurs sur l'hygiène de vie, et c'est ça qu'on fait beaucoup chez Ascension aussi, de se concentrer pas que sur l'escalade, mais sur le quotidien aussi d'une personne, sur son hygiène vraiment, sur le côté, tu vois, que ce soit son sommeil, son hydratation, sa vie perso, l'équilibre justement pour que, tu vois, on s'adapte à l'emploi du temps de la personne pour que mentalement elle se dise pas
quand est-ce que je suis libre pour m'entraîner dans la semaine? Non, c'est le coach, il a déjà envisagé les meilleures stratégies pour que ça soit le plus naturel pour toi d'aller s'entraîner à cet horaire-là, tu vois. Donc c'est ça qui est top. Après, je crois que tu avais dit discipline. T'as mentionné discipline. Et c'est vrai qu'entre une personne qui a de la discipline, même si elle a commencé à 2-3 ans, on voit des progressions juste énormes. Et la discipline, c'est ce qu'on demande parce que ça reste quand même du distanciel. Donc, se tenir au courant via WhatsApp, faire les tests vraiment à 110%, nous faire des retours. Nous, on a de la discipline, on donne vraiment 110% pour la personne, mais la discipline va faire qu'il y aura une progression justement prédictible. On en a beaucoup, ils ont la discipline, mais par exemple, s'il y a 2 semaines où il y aura Noël bientôt, ils nous demandent de faire 2 semaines peut-être off, parce que là, à ce moment-là, il n'y aura peut-être pas autant de discipline, donc peut-être pas envisager le suivi durant ces 2 semaines. Donc, je trouve qu'au niveau de... Au niveau de la discipline, ce mot-là, je trouve que c'était vraiment important. Parce que tu commences à 5 ans ou à 30 ans, si tu mets pas de discipline, la progression, elle n'est pas forcément là. Exact, c'est ça. Puis on en voit aussi beaucoup des grimpeurs et des grimpeuses, justement, qui commencent. En fait, peu importe qui commencent l'escalade, soit tôt ou même plus tard. Puis ils stagnent pendant 20 ans. Ils restent au même niveau. Puis en fait, il y en a que c'est correct, là, dans le sens que ils veulent pas progresser, ils veulent pas aller grimper un 8A ou quoi que ce soit, c'est pas quelque chose qui les intéresse. Ils sont confortables dans leur niveau. C'est ça, ils aiment leur pratique de l'escalade, c'est parfait, mais c'est sûr que si tu envisages de prendre ton escalade au sérieux et que tu veux progresser, ça prend justement de la discipline. Puis justement, je pense que ça fait un beau pont avec ce que je voulais qu'on parle aussi, qui était selon vous, c'est quoi les facteurs majoritairement qui sont limitants par rapport à une progression qui est prédictible. Moi, je voulais revenir sur un truc, c'est que là, on a parlé un peu des habitudes de vie, de l'hygiène, etc. Mais en fait, nous, chez Ascension, on fait vraiment ce qu'on appelle des suivis qui sont holistiques. C'est-à-dire qu'on prend vraiment tout en compte. Tu vois, on prend vraiment aussi la nutrition, le sommeil, tu vois, vraiment tous ces trucs-là. Et c'est vrai que c'est des choses qui sont pas trop marketables, on va dire. Tu vois, par exemple, sur les réseaux sociaux, tu vois, on va pas faire un réel pour J'ai dire. Dormi 10 heures, oui, voilà, tu vois. C'est ça, on va pas faire un réel hyper flashy, tu vois, pour dire si tu fais 10 000 pas par jour, tu vas grimper V10, tu vois. Alors que, en fait, dans la réalité, si tu as vraiment besoin de faire ces 10 000 pas par jour pour être en meilleure santé, tu vas pouvoir mieux t'entraîner, mieux récupérer. Et peut-être que c'est ça qui va te permettre après de débloquer V10 dans une progression structurée. Tu vois. Je suis pas en train de dire là, si vous allez marcher 10 000 pas, c'est vous allez pas faire un V10. méga facteur limitant. Voilà, mais c'est ça. Il y en a plusieurs. Mais en fait, il y en a tellement, et si tu as pas cette analyse un peu globale, et tu vois, des fois, les gens vont penser qu'on fait que de la prépa physique, tu vois, ou qu'on fait que des tests physiques, tu vois, et en fait, pas du tout. C'est vraiment un ensemble, et là, de toute façon, on était au salon de l'escalade, on fait des tests un peu de force doigt, tu vois, avec le Team Deck et tout, je sais pas, peut-être on pourra mettre des images un peu en incrustation, où on va dire à la personne, ok, là, en termes de force doigt, ton potentiel, c'est, je sais pas, 7 à bloc, tu vois, enfin, V6 bloc. Et du coup, la personne dit je suis dans le V5, je galère un peu à faire ceci, cela. Et on voit juste en un test physique, tu vois, que cette métrique-là, c'est vraiment limitant pour cette personne. Mais à l'inverse, il y a des gens qui ont tiré des métriques folles, tu vois, genre par exemple. moi. Oui, voilà. Tu vois, par exemple, toi, t'as tracté, je sais plus, 2,1. C'est 2,06. Oui, voilà, enfin, quasiment 2,1. La zone grise. Donc, voilà, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle, nous, la zone grise, où en fait, t'es censé grimper V11, donc 8A ou plus, tu vois. Selon ma force doigt. C'est ça, selon ta force doigt, mais t'y es pas. Et ça se trouve, toi, ce qui va te limiter, c'est ta puissance, ton explosivité, ta technique, peu importe, tu vois, on sait pas, faudrait qu'on t'évalue vraiment de manière globale. Mais ça montre que si tu prends en compte que certains facteurs ou que certaines métriques, ta progression, justement, elle est pas prédictive parce que tu peux t'acharner sur le physique, alors que ça se trouve, t'as déjà un très bon physique et t'es en train juste de te fatiguer à travailler ton physique, alors que t'en as pas besoin de plus, tu vois. Juste l'entretenir un petit peu et progresser sur d'autres trucs, ce serait largement suffisant. Oui, parce que ce qui serait triste, ce serait que moi, exemple, qui sache pas, tu sais, moi, je le savais déjà qu'avant de faire les tests, que ma force doigt était plus forte que la cote que je grimpais déjà. Là, ça l'a juste comme reconfirmé ce que je savais déjà. Mais ça veut pas dire qu'il faut que t'arrêtes de la travailler. Exact. Tu l'entretiennes, tu vois. L'entretenir, c'est ça. Mais imaginez quelqu'un qui aurait pas été au courant, qui continuerait à s'acharner sur ce même facteur limitant-là alors que c'est pas limitant alors que pour c'est lui, pas ça, là, c'est plate. Là, tu peux rester dans cette zone-là pendant des années sans travailler tu peux te blesser. Ou à l'inverse, des fois, t'es bien content vu que tu sais que t'es fort en doigt, donc tu fais que ça parce que tu sais que t'es bon. Et pour l'ego, ça le nourrit. Mais au final, tu te tournes pas vers les défauts, les points faibles. Et du coup, c'est pour ça que des fois, le petit côté discipline de se lancer sur un coaching qui dure 4 mois, si tu fais vraiment discipline sur la nutrition, sur le sommeil, sur
tout ce qui entoure l'entraînement. D'expérience, si vraiment la personne elle dit ok, là à partir de demain, ces 4 mois, je vais les faire avec vous, avec cette discipline. Déjà, nous, c'est super agréable et on n'est pas des robots, hein, c'est vraiment agréable, hein, c'est vraiment plaisir, on rigole quoi, avec le coaché. La progression, elle vient vraiment vite et il y a eu que de la progression chez la personne quand il y avait de la discipline, pas que à l'entraînement, mais à côté. Une hygiène de vie, mais savoir vivre aussi, hein, mais voilà, le juste milieu. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par un de nos sponsorships officiels de la Voix des grimpeurs, la boutique en ligne Délire. Si vous suivez le podcast depuis un certain temps, vous l'avez probablement déjà vu, mais ça fait un petit peu plus que 70 épisodes que Délire Boutique nous suit à travers ce projet-là. Donc, d'acheter sur la boutique en ligne Délire avec le code LVDG10 va vous donner un 10% de rabais sur n'importe quoi qui est en boutique en ligne. Puis pour vrai, faites-moi confiance, il y a de tout. Okay? Donc, que ce soit des souliers, de la craie, de l'équipement pour de la haute montagne, des cordes, pour la voie, du bloc, des crash pads. Allez voir sur la boutique en ligne Délire, puis vous allez voir que vous allez pouvoir être servi pour pas mal n'importe quel besoin. Ils font de la livraison un petit peu partout au Canada, puis même en Europe pour les grosses commandes. Donc, achetez sur la boutique en ligne Délire avec le code LVDG10. C'est encourager la Voix des grimpeurs, puis ça nous aide à poursuivre le podcast. Exact, c'est ça. Puis selon moi, la problématique, puis nous autres aussi, on le voit dans nos coachings ou quoi que ce soit, c'est que quelqu'un commence quelque chose, un programme ou quoi que ce soit, puis là, il va faire des efforts pendant 2 semaines, puis après ça, il va complètement arrêter, puis recommencer un autre 3 semaines plus tard, puis après ça, arrêter, puis essayer quelque chose de différent à chaque fois. Oui, comme si ça allait marcher en 2 semaines, tu vois, et si tu vois pas de résultat, c'est que ça marche pas. Ouais. Tu vois. Mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, parce que pour moi, c'est l'un des facteurs, comme tu disais dans ta question de base, de vraiment un facteur limitant, c'est la motivation tout simplement, parce que la plupart des gens, ils ont besoin d'avoir un collègue avec qui s'entraîner, parce que seuls ils arrivent pas à avoir cette motivation, ou justement à l'inverse, d'être seul dans sa bulle, ses écouteurs, etc., pour rentrer dans cette zone, tu vois, et tout donner dans sa séance, que ce soit son renfort ou sa grimpe. Et la motivation, c'est vraiment le plus important, et la motivation pour moi, elle est liée à l'objectif. Tu vois, je dis ça parce que moi, dans mon exemple personnel, pour Ninja Warrior par exemple, je sais qu'à chaque fois que j'allais à l'entraînement, c'était pas drôle. C'était pas je vais à l'entraînement parce que c'est super cool de monter sur une corde et faire ça tous les jours. Non, c'était pas drôle du tout. Mais par contre, dans ma tête, au fond, je me disais, ok, là, vas-y, donne tout. Parce que là, à la microseconde que tu vas gagner dans cet entraînement, plus tard, 1 mois plus tard, tu vas être content. Tu vas être content parce que là, tu vas gagner l'émission. Et donc, je me persuadais de ça. Ça va faire $1 million. Ouais, exact, c'est ça. $1 million. Et la motivation, elle est là. Motivation. Exactement. Mais c'est pour ça qu'on essaie de toucher un petit peu à tout. Parfois, l'entraînement, il se passe pas comme on veut. Tu vois, sur 4 mois de suivi, il peut pas être magnifique. Mais du coup, c'est pour ça que, comme il dit Léo, on essaie de toucher vraiment à tout. Donc, si l'entraînement s'est pas passé à merveille, ce qui est normal, t'essayes d'optimiser le petit côté où que tu peux le faire toi-même au niveau de la nutrition. Tu te fais un meilleur repas, un peu plus de protéines, etc. Tu fais en sorte de dormir 1 heure de plus, si parce que à l'entraînement, tu t'es senti un peu fatigué. Alors que si tu es focus que sur l'entraînement ou le renfort, tu peux progresser, mais voilà, vu qu'on n'est pas surhumain, la motivation, elle peut faire des vagues. Donc switcher sur plusieurs tableaux, c'est pour ça que on essaie vraiment d'être connecté avec la personne, d'être toujours un peu en contact avec elle, et ça fait bon ménage. C'est nice, c'est intéressant parce que justement, ça me fait penser à quand on parle souvent d'objectifs avec des athlètes, les objectifs de processus versus des objectifs de résultats. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que si, exemple, pendant une semaine, la personne n'est pas capable d'avoir 100% dans toutes les entraînements ou tout ce que tu peux avancer, au moins la personne peut focuser sur c'est quoi qu'elle a réussi cette semaine-là. Puis j'imagine que vous ne demandez pas aux athlètes qui aient 100% à chaque semaine dans non, que non. Le but, c'est de viser 70, 80% ou en tout cas le plus possible, mais quand c'est pas atteint, c'est correct aussi. Là. Mais comme tu as dit le mot athlète, nous, on entraîne des personnes justement qui sont pas des athlètes, tu vois, qui font pas de compétition. C'est des gens comme toi et moi, tu vois, qui ont commencé l'escalade à 20 ans et quelques, qui grimpent 3-4 fois par semaine, qui n'ont pas forcément des objectifs de compétition. Qui, je sais pas, sont dans le V5, V6, qui veulent passer à V8, V9, tu vois. C'est pas non plus des profils, je veux faire 9 fois plus en falaise, il y a une compétition, tu vois. On pourrait le faire, tu vois, on a l'expérience pour,
mais on a décidé de se focaliser justement sur cette catégorie de grimpeurs que je viens de citer là, tu vois, que si on fait un gros arrondi, tu vois, les grimpeurs de V5, V6 qui veulent vraiment progresser, tu vois, passer V7, V8, V9, parce que c'est dans cette zone-là, tu vois, V5, V6, où souvent tu y arrives très rapidement, parce que bah, tes gros muscles, on va dire, tu vois, genre traction, etc., ça progresse très vite, mais les doigts, ça progresse très lentement. Tu peux gagner beaucoup de force doigts rapidement, tu vois, en quelques semaines, tu vois, 5-6 semaines, la plupart des protocoles, c'est même dans les études, tu vois, en 6 semaines, tu gagnes 15% de force, mais le problème dans ces protocoles-là, c'est que tes tendons, tes ligaments, etc., ils n'ont pas la même vitesse d'adaptation. Et si tu n'as pas une certaine logique de programmation, ou si tu vois, par exemple, je suis tout nouveau en entraînement, je commence directement par un cycle de force doigt, et ben il y a de grandes chances que parce que j'ai pas fait un cycle de volume ou d'hypertrophie avant, je vais me blesser suite au cycle de force parce que j'avais pas les prérequis pour bien encaisser cette charge-là, tu vois. Et du coup, pour revenir sur les facteurs limitants, pour moi, le facteur limitant numéro 1, c'est vraiment le diagnostic. Tu vois, de se dire quel est mon objectif, qu'est-ce qui me limite pour atteindre cet objectif. Et des fois, c'est juste, faut se poser la question. Tu vois, nous, souvent, quand on fait des appels avec des grimpeurs, on pose la question, c'est quoi ton top 3 de tes facteurs limitants? Là, tu me dis, Pierre, je sais pas, tu veux grimper un 8 à bloc, j'en sais rien. Qu'est-ce qui t'empêche là aujourd'hui d'aller sur ce 8 à bloc et de le sortir? Si tu y vas aujourd'hui, qu'est-ce qui va te limiter? Est-ce que tu tiens pas les prises? Est-ce que tu tiens les prises mais t'arrives pas à bouger? Est-ce que, j'en sais rien, il y a un talon à mettre dans le bloc et ça te fait mal à l'ischio? Est-ce que t'as juste pas le mental, tu vois, t'as peur d'y aller? Ou quand t'es sur le bloc, t'as peur de chuter? Tu vois, enfin, vraiment se poser la question de qu'est-ce qui vous empêche concrètement de réaliser votre objectif. Et là, déjà, souvent, vous arrivez à identifier 2 ou 3 facteurs. Nous, on a un profil type qui revient tout le temps, c'est les grimpeurs qui grimpent beaucoup en salle parce qu'ils sont citadins, tu vois, ils habitent en ville, ils ont un métier avec des responsabilités, etc. Et qui veulent progresser pour de la grimpe en extérieur, en outdoor. Et ils me disent, par exemple, voilà, je veux grimper V11 outdoor, et je leur dis, combien de fois par semaine tu grimpes en outdoor, tu vois? Et ils me disent, 0. Et je dis mais là c'est pas possible. C'est comme si tu dis j'ai jamais fait de ski sur une piste, j'en ai juste fait je sais pas sur le gazon là quand il y avait un peu d'eau et que ça glissait un peu et je veux faire des pistes noires au ski, tu vois, c'est pas possible. Même si tu peux t'entraîner les jambes pour résister au ski ou je sais pas quoi, en fait non, tu vas pas skier une piste noire la première fois que tu vas aller faire du ski. Et du coup, voilà, c'est vraiment ça, tu vois. Moi, c'est le diagnostic de objectif. Qu'est-ce qui vous limite concrètement pour réaliser cet objectif-là? Ça peut être des contraintes matérielles. Tu vois, il y en a, ils ont juste pas de voiture, par exemple, pour aller à la falaise. Et du coup, ça, c'est ton objectif numéro 1, avoir de l'argent pour acheter une voiture. Bah oui, tu vois, non, mais c'est bête, mais vraiment, des fois, on est en appel et on dit aux gens, en fait, là, t'as pas besoin d'un coaching. On leur dit, là, t'as pas besoin d'un coaching. En vrai, oui, voilà, t'as besoin de juste aller plus souvent en extérieur avec un objectif de séance précis. Et nous, on va pas pouvoir t'aider, tu vois. Et on le dit clairement aux gens, tu vois, notre but, c'est pas de vendre des coachings à tout le monde, comme je t'avais dit avant, on se spécialise un peu aussi dans cette catégorie un peu de grimpeurs, et on est là vraiment pour aider les gens à réussir leurs objectifs. C'est-à-dire que là, si tu me dis, voilà, mon objectif, c'est de grimper V11 en extérieur, on a vu ta force doigt, je pense que si demain on te coach, tu vas pas faire beaucoup de force doigt, tu vois, ou peut-être sur des micro-prises, tu vois, sur un truc spécifique à ton projet. Voilà, mais tu vas pas faire des suspensions lestées à 2 bras sur 20 mm, tu vois. Ça n'a aucun intérêt avec ton profil à toi si ton objectif c'est grimper un V11 dehors, tu vois. Après, ça veut pas dire qu'il faut pas faire des petits rappels de force, tu vois, l'entretenir et tout. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment ça. Facteur numéro 1, limitant, c'est le diagnostic par rapport aux objectifs, par rapport aux contraintes, etc. Ça, c'est la première étape, c'est ça. Ouais, c'est la première étape. C'est de se rendre compte. Tu sais, en fait, moi, j'aime dire, puis ça, c'est dans n'importe quoi, là, que ce soit dans l'escalade ou en affaires ou tu sais pas ce que tu sais pas. Oui. Et je veux dire, tu sais, c'est comme, c'est qui déjà? Je pense que c'est Socrate là, qui disait ça, là, tu sais, quelqu'un qui est ignorant, mais qui est doublement ignorant parce qu'il sait pas ce qu'il sait pas. Je sais pas si c'est Socrate ou Platon, là, mais bref. Oui. Mais je vois ce que tu veux dire. Tu sais pas que t'es ignorant si t'as pas conscience que t'es ignorant. Enfin, je vois ce que tu veux dire. Je sais pas mais au moins de se rendre compte que t'es ignorant dans quelque chose, puis après ça, de savoir que tu sais pas tout, puis que tu peux être encadré vers une direction, ben là, c'est ça, on essaye de voir un peu. Après, c'est ça le but du coaching avec Ascension, c'est de s'adapter à chaque profil. On a des profils qui ont des objectifs à long terme, parce qu'ils ont assez d'expérience pour être assez patients, tu vois. Mais parfois, selon le profil, il faut trouver des objectifs à court terme, mais que ça soit même le rouge-noir, donc là, le V5, V6 de ta salle, je veux le faire. Et du coup, on se donne un certain objectif de 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, parce que la personne a besoin de se nourrir de ça. Donc, ok, il faut trouver les objectifs, comprendre la personne, mais du coup, vraiment adapter ça à son profil. Ça dépend si la personne elle peut s'entraîner 2 fois par jour, 3, 4 fois selon son quotidien. Il est ingénieur, il a des enfants, faut qu'il aille chercher les enfants. Il a pas de pause entre midi et 2, ou celui qui a une petite pause entre midi et 2 pour peut-être faire juste un échauffement, les 10 000 pas, blablabla. Donc, en gros, s'adapter à chaque profil, même
donc physique avec des tests, mais aussi mental avec déchiffrer un peu son objectif et comprendre ce qu'il a besoin. Si c'est vraiment la petite carotte tout le temps, et ça marche vachement bien. Sur 4 mois, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Ou sinon, j'ai un trip dans 3-4 mois, je veux faire ce 8A à Rockland, et là, paf. Et du coup, c'est comme ça qu'on avance. Mais du coup, vraiment commencer sur la bonne ligne de départ, mais chacun a sa ligne de départ. Il y en a, ils ont la ligne de départ de j'ai cet objectif dans 4 mois, d'autres dans 2 semaines. Voilà, on s'adapte selon le métier, la ligne de départ est pas pareille, selon ton âge, ton sexe, enfin tes objectifs, tes priorités, et voilà. Puis est-ce que ça vous arrive souvent d'essayer de remettre en perspective les objectifs des personnes ou comprendre, c'est un échange entre humains, donc on n'est pas là si il voit peut-être trop ajuster, parce qu'on sait que d'expérience il peut être déçu de pas atteindre directement cet objectif, ou à l'inverse viser trop bas et lui dire ça va le faire et t'inquiète pas. Montrer qu'on est là, qu'on a de l'expérience, qu'on se base sur les études scientifiques, etc., et qu'on est 3 gars différents du même âge et qui ont faim de ça, d'accompagner les gens. Exact. Et tu vois, c'est ça qui est fort avec notre expérience, tu vois, de plus de 300 coachés, etc. C'est qu'on a vu un peu les potentiels de progression en fonction des profils. Tu vois, quand on parle de profil, on parle de tes contraintes de vie, de à quel âge tu as commencé à grimper, du matériel auquel tu as accès, l'environnement un peu, tu vois, est-ce que tu peux grimper en extérieur. Et on sait que, tu vois, par exemple, si tu as commencé à grimper à 30 ans, que tu peux grimper que 2 fois par semaine et que tu peux pas faire de renforcement à côté, tu vois, parce que tu vraiment pas le temps. Bon, si tu grimpes V4, tu vas pas grimper V11 en 2 ans, tu vois, si tu peux grimper que 2 fois par semaine et surtout pas à l'extérieur, etc. Et du coup, nous, notre rôle de coach, c'est du coup de remettre un peu en perspective les objectifs des personnes. Mais en vrai, d'expérience, les gens sont pas non plus irréalistes avec leurs objectifs. Tu vois, j'ai rarement eu quelqu'un qui vient me voir et qui me dit je peux m'entraîner que 2 fois par semaine. L'exemple que je viens de citer, tu vois, je peux m'entraîner 2 fois par semaine. Voilà, j'ai personne qui m'a jamais dit ça, tu vois. Par contre, comme tu disais, Pierre, il y a des gens qui se sous-estiment dans le sens où, tu vois, je sais pas, imaginons, je suis un grimpeur de V6 et je dis j'aimerais bien atteindre V8 d'ici 2-3 ans. Tu vois, V6, V8, 2-3 ans, alors que je peux m'entraîner 4 fois par semaine, etc. Et là, on va plutôt dire l'inverse à la personne. Enfin, ça dépend de la personne aussi. Mais non, regarde, là, si on fait des tests en fonction de ton potentiel, ça se trouve, en fait, dans 3 mois, tu y es dans le V8, tu vois, pour faire un V8 en particulier. Donc, nous, il y a vraiment ça, en fait, qui est intéressant dans notre approche du coaching, c'est qu'on peut un peu prédire la progression de la personne en fonction de son potentiel, etc. Après, voilà, ça reste de l'expérience. Avec l'expérience aussi. Voilà, c'est pas de la science exacte. On va pas te dire, là, avec tes tests physiques, dans 3 mois, t'es dans le V11, tu vois. Exact. Mais on peut t'aiguiller, tu vois, on peut te dire. C'est pour ça que l'escalade, si demain t'as un niveau noir et que demain tu fais un violet, ça veut pas forcément dire que t'as progressé. C'est cool, ça fait du bien, mais ça veut pas forcément dire que t'as progressé. D'où le fait qu'on se base aussi sur des métriques, des chiffres pour vraiment avoir un visu sur la progression de la personne, sur ses capacités à être plus forte. Après, ça reste l'escalade, faut le transférer, etc. Mais ça reste des bons signes. Donc carrément, et surtout pas se bloquer sur le fait de souvent, tu sais, on entend moi j'ose pas aller dans la couleur suivante ou dans la cotation suivante parce que j'ai pas le niveau, alors que comme on disait, l'escalade c'est des styles différents, c'est vraiment des facteurs limitants différents à chaque voie, chaque bloc, etc. Donc il faut pas hésiter à aller dans du plus dur parce qu'à tout moment tu y arrives même plus facilement une couleur qui t'as plus l'habitude mais qui n'est pas du tout dans ton style, et ça on le voit très souvent. Ou t'as pas envie de faire aussi, des fois ça te motive juste pas, et on reparlait de la motivation tout à l'heure. Si t'es pas motivé pour je sais pas, par exemple faire tous les rouges de la salle, mais que t'as envie de faire un bloc noir en particulier dans la salle, tu vois, si on parle en cotation, rouge c'est V3, V4, tu vois, et noir c'est V5, V7, tu vois, et du coup peut-être que t'as plus de chances de sortir le bloc noir que t'as vraiment envie d'essayer, vraiment envie de faire, que de sortir tous les blocs rouges où ça te hype pas trop, tu vois. Donc c'est ça la beauté de l'escalade. Si tous les sports sont très beaux, mais tu vois, il y a tellement de choses, donc chaque profil a sa petite carotte. Alors que je donne un exemple. On aime bien les carottes. Bon, c'est bien pour la nutrition. On va parler de pizza maintenant. Alors la pointe. Mais tu vois, imaginons t'as un athlète ou une personne lambda qui fait du 100 mètres, elle fait 12 secondes. L'objectif, on sait que c'est pour aller plus vite, donc 11 secondes et demie. Donc on va dire que tout le monde a la même. D'où le fait que c'est assez technique de coacher à distance des gens en escalade, parce qu'il faut vraiment déchiffrer la personne. La personne, tellement c'est multifactoriel, tu vois. Que ça soit où elle grimpe, tu vois. Peut-être que si on connaît la salle, ça facilite sa peau, sa morphologie, l'humidité où elle habite. Bon, bien sûr, on prend pas en compte
chaque chose, mais on peut en prendre en compte, tu vois, si elle a vraiment l'objectif de faire ce noir, ce 8A, ce truc-là, etc. Ce qui est juste surintéressant. Donc, chaque profil est différent et ça serait une bêtise de faire copier-coller pour chaque personne. vraiment. C'est vraiment adapté. Voilà. C'est comme, juste pour rebondir justement sur les couleurs qu'on parlait tantôt, là, exemple, quelqu'un qui veut, on en parlait hier à la salle, avant-hier à la salle, mais quelqu'un dit qu'il veut, ou quelqu'un veut grimper, exemple, du mauve Arcos, par exemple, mais essaie jamais de mauve. Oui. Je veux dire, ça arrivera pas, là. Oui, bah oui, c'est ça. Tu vois, c'était mon exemple à moi, parce que C'est moi, drôle, je grimpe à Arcos 3 fois par an. Quand j'y vais, je fais plutôt du volume, tu vois. Je vais pas m'acharner dans les blocs violets à me faire mal dans 3 blocs différents, alors que je peux essayer un peu tous les blocs de la salle. Bah, je vais pas sortir de blocs violets, tout enfin, parce que je vais pas les essayer. Donc, il y a vraiment ce truc-là aussi faut y aller, quoi. Après, je peux comprendre cette barrière. Enfin, d'expérience, on est tous un peu comme ça à se mettre un petit frein à main. Et d'où le fait que parfois, il y en a, ils ont juste des déclics parce qu'ils commencent le coaching avec nous. Nous, avec l'expérience, on lui montre que c'est possible, va toucher cette couleur. Et parfois, le déclic, il vient comme ça. C'est parfois juste Sûrement mental. Donc, Non, on les pousse à le faire, tout simplement. On les pousse à y aller. on leur met le flingue. Le flingue, exact. Non, mais la carotte. Non, mais c'est le pouvoir d'avoir un coach au-dessus de soi et un avis extérieur qui te dit mais mec, t'es capable de le faire, vas-y. Ouais. Et alors que seul, jamais t'as cette motivation de quelqu'un d'autre qui va te dire je suis capable. Ouais. Ah ouais, ok, Ouais, allez, exact. vas-y, j'y vais. tu vois. C'est un lien humain. C'est un lien humain. C'est pas juste un PDF qu'on t'envoie. C'est vraiment un lien, des messages, des appels, des vocaux, beaucoup d'échanges. Et d'où le fait que la personne, même quand elle a progressé, elle dit waouh, j'ai progressé, mais juste l'aventure, elle était fantastique. C'est humain. Puis, c'est fou parce que nous, dans nos. Souvent, quand on a des coachings avec des athlètes à Québec, souvent, on cédule dans leur horaire un moment qui s'appelle, exemple, max bouldering. Fait que, exemple, session de bloc maximum, puis mettons qu'on le sait que la personne, elle veut grimper un V9, ben là, on lui dit, écoute, là, t'as pas le choix d'essayer un V9. Exactement. Puis souvent, la personne, avant d'avoir... En fait, la personne ne savait même pas qu'elle était capable de grimper, exemple, V9 ou peu importe la cote, avant qu'elle soit obligée de le faire. Puis là, elle commence à essayer de grimper ce bloc-là. Puis là, hey, ça fonctionne. Ou l'autre côté, quelqu'un commence à s'entraîner. Puis ça m'est arrivé beaucoup. Tu sais, quand j'ai commencé à m'entraîner puis que j'ai vu mes métriques de force augmenter, là, je me dis, OK, selon les chiffres, je suis supposé être capable de grimper telle cotation. Fait que là, j'ai commencé à en essayer. Mais réellement, si j'avais essayé avant, peut-être que je l'aurais fait pareil. La technique. Ou peut-être que tu te serais blessé, tu pourras jamais savoir. Tu pourras jamais savoir. C'est ça qui est beau aussi, c'est que tu peux toujours dire si. C'est exact, c'est ça. Et moi, je trouve que c'est ça qui est bien aussi dans le coaching, avec cette relation un peu d'autorité, où la personne te voit vraiment comme son coach, comme sa personne référente. C'est que tu vas lui dire un conseil banal, comme tu disais là, de juste va dans un V9, essaye le V9. T'aurais été son pote à côté d'elle à ce moment-là, elle t'aurait pas écouté. Alors que toi, t'es son coach, elle va t'écouter. Et c'est ça, je trouve, qui est fort aussi dans le coaching. Et c'est pour ça aussi que les gens achètent des accompagnements, payent des coachs. C'est vraiment ce côté discipline, motivation. Et tu sais que tu dois rendre des comptes à quelqu'un. Tu vois, c'est pas si je te dis là aujourd'hui, tu vas essayer que du V9 pendant 1 heure. Et que après tu me dis bon bah en fait j'ai essayé que V7 parce que j'ai eu peur d'aller dans le V9. Pas de carotte. Bah, t'es même pas fier de toi, tu vois, en tant qu'athlète, de te dire ah bah ouais j'ai raté l'objectif. Après ça veut pas dire qu'il faut absolument réussir l'objectif de toutes les séances, etc. Mais tu vois, si l'objectif de séance il était bien planifié, que ça rentrait dans tes contraintes et tout, et que tu y es pas allé, bah en fait quand t'as un coach c'est rare que tu ne fasses pas la séance qui est prévue parce que t'as peur de faire la séance, tu vois, parce que ton coach sait que c'est une séance qui va être adaptée, même si psychologiquement ça peut être un peu dur. Tu vois, tu parlais de faire de la corde ou quoi. Si je te dis tu fais 10 départs de corde un départ de corde toutes les minutes pendant 30 minutes, tu sais que t'as pas envie d'y aller, mais si je te dis bah c'est pour gagner Ninja Warrior, tu vas avoir envie d'y aller, tu vois, et tu vas le faire à 100%, tu vois. Et du coup, il y a ce truc qui est vraiment très très sous-estimé, je pense, dans le coaching, où comme tu disais, les gens, je crois que c'est une question qui va arriver après, donc peut-être on développera plus à ce moment-là, les gens qui essayent de faire tout seul, pour moi ça c'est une des erreurs, même si c'est pas vraiment une erreur, qui peut montrer vraiment la valeur d'un coaching comparé à je le fais tout seul, même si t'as exactement le même programme. Mais je pense qu'on va en reparler tout à l'heure. C'est pour ça que ça reste une responsabilité de ouf d'être coach. Mais ce qui est vibrant, ça fait vibrer un peu. Ouais, vraiment. Crime, c'est très cool.
Si vous écoutez le podcast ou que vous suivez la voix des grimpeurs sur les réseaux sociaux, c'est probablement parce que vous prenez votre escalade à cœur. Pour vous, on a créé un outil gratuit qui s'appelle le guide de progression du grimpeur. Ce guide-là, comment ça fonctionne, c'est qu'on va vous faire des tests physiques. On va vous poser aussi des questions sur votre progression technique, tactique et même au niveau de vos habitudes de vie pour voir exactement où c'est que vous en êtes par rapport à votre escalade maintenant. Puis c'est quoi qu'il faudrait pour aller chercher le prochain niveau. On est allé chercher des statistiques avec plus de 1000 grimpeurs sur la planète pour valider où c'est que vous en êtes physiquement, techniquement, tactiquement. Puis en remplissant ce formulaire-là, on va être capable de pouvoir vous dire exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir passer votre escalade au prochain niveau. Donc si ce guide gratuit-là vous intéresse, envoyez-nous un message sur Instagram, guide. On va vous envoyer le formulaire, vous allez pouvoir le remplir, puis vous allez avoir vos résultats dans les jours qui suivent. Puis, c'est... Justement, je pense que c'est un beau tremplin, exactement. Là, on parle beaucoup de force physique, de tests, de métriques, etc. Mais niveau escalade, est-ce que, je pense que vous avez parlé que vous faisiez des suivis vidéo aussi avec les coachés. Est-ce que vous avez une façon de traquer, si on veut, le suivi technique ou la progression technique d'un ou d'une grimpeuse? En fait, le tracking, que ce soit sur une vidéo ou que tu sois en présentiel, il se fait pour moi de manière très avec ton expérience. Si tu n'es pas un grimpeur expérimenté, tu peux pas dire je suis coach et je suis capable d'analyser ta grimpe. C'est impossible pour moi. C'est bullshit. Donc il faut vraiment si la personne se dit ok, j'ai besoin d'un coach pour qu'il m'analyse, et ben ok, c'est quoi son parcours? Ok, je vois qu'il a l'expérience, machin, etc. Donc là, je sais que en un bloc, il est capable d'analyser exactement ma grimpe. Bien sûr, en un bloc, c'est difficile. En une séance d'une heure, c'est beaucoup plus facile. On va pouvoir analyser plein de choses, etc. Et c'est pour ça que nous, avec les analyses vidéo et grâce à notre expérience, c'est assez facile de voir ok, là, il te manque à peu près ça comme technique, etc. Et souvent, même avec la distance et que ça soit en vidéo, et ben ça c'est quasiment à chaque fois la personne nous envoie des vidéos du projet. Ok, donc là, imaginons on parlait des couleurs, il est dans son projet couleur rouge ou V8, etc. Il est en train de grimper son bloc. Et là, nous, c'est flagrant. On voit qu'il met pas un pied au bon endroit, ou le bassin bien. Tu vois, sauter dans l'écran. Exactement, tu vois. Pour nous, c'est flagrant. Pour la personne, forcément, elle a besoin, comme on disait, de cet œil extérieur, tu vois. Ouais. Donc, grâce à ça, grâce à cet œil extérieur, cette expérience qu'on a, c'est très facile, entre guillemets, pour nous d'analyser ça. Mais je pense pas que un jour, ça soit possible d'avoir des métriques comme on disait au salon de l'escalade, si tu tires tant, etc. On avec l'IA, là, les degrés et tout, l'analyse cinématique. Tu vois. L'analyse cinématique. En fait, j'ai vu une vidéo qu'on m'a envoyée. Okay. C'est de la biomécanique. Tu vois, comme ils font un peu dans les jeux vidéo, pour reproduire les avatars humains, etc. Ils te collent des petits capteurs sur différentes articulations. Et je sais pas, ils te filment, je sais pas, en train de danser ou en train de faire un mouvement, tu vois, et après ils retranscrivent ça sur l'ordinateur, tu vois, dans le logiciel. En escalade, tu peux faire pareil, tu vois, si t'étais dans un environnement contrôlé, je sais pas, imaginons, t'as une moonboard qui est dans un laboratoire, tu vois, ils te collent les petits capteurs et on va savoir exactement que pour faire ce mouvement-là, t'as fermé le bras de 35 degrés, et après, si encore plus, tu vois, tu pousses l'analyse, tu mets des capteurs de force dans les prises de la moonboard, tu peux savoir que t'as mis, je sais pas, à 300 newtons, à X newtons par seconde, à ce moment-là où t'as fermé le coude à X. Et après, en fait, ça, c'est vraiment des trucs qui n'existent pas dans la réalité. Tu vois, c'est pas vrai. Oui, en fait, comme je veux le faire. Tu peux le faire, tu pourrais le faire, tu vois, en tant que chercheur, tu vois, tu peux monter une expérience comme ça, mais dans la réalité, dans ta salle, c'est comme tu dis, c'est de l'expérience. C'est-à-dire que tu vas voir la personne grimper le bloc et tu vas lui dire, ok, là, t'as fermé le coude trop tôt parce que, du coup, t'as pas pu pousser assez sur ton pied et du coup, en fait, t'arrives trop court sur la prise, tu vois. Mais c'est un truc vraiment visuel et là, du coup, enfin, je sais plus si je t'ai coupé ou pas, mais... Non, mais c'est ça, exactement. Mais tu vois, là, l'expérience que tu dis, ça me fait penser à une vidéo que j'ai vue il y a quand même un bail, c'était Magnus Mikbo qui est fait... avec Latis. Oui, avec Latis ou un autre. C'était une autre vidéo que j'ai vue. C'était pas avec Latis, je crois, c'était avec un autre qui avait vraiment fait exactement... Oui, avec le AI. Qui a analysé vraiment tout sur le mur, qui était hyper connecté avec des caméras de partout, des capteurs, et qui analysait sa grimpe. Et Magnus, il était en mode... Ok, j'analyse déjà ma grimpe par rapport à mon expérience, ce qu'on disait en première partie. Et après, il y avait du coup le responsable, chiffres, tu vois, de tous les capteurs qui disait ah non, moi, selon mes données, tu dois faire ça comme méthode. Et Magnus disait
Ah ouais, ok, bah moi j'avais plus ça en tête. Et c'était hyper intéressant cette Ok. vidéo. Puis est-ce qu'il avait essayé les deux? Ouais, il avait essayé les deux et c'était une dalle, hein. C'était vraiment un Ouais, bloc je en me dalle. souviens. Mais du coup, c'est un peu ce que je disais au début, c'est hyper complexe Ouais. Ouais, c'est- de se baser sur ça parce qu'un non-grimpeur va pas avoir cette analyse que Magnus avait parce que bah forcément c'est Magnus, tu vois. Donc donc au final c'est pas très utile d'avoir ces données si tu sais pas les analyser. Exact. Puis c'est Ouais. juste avoir accès à ces données-là, je veux dire, ça doit coûter. Ah ouais. Ça doit coûter Voilà, là, on tellement coûte même cher, pas là. du Ça, prix. c'est Ouais, un mais- facteur limitant. Ouais. Bah, c'est pour ça qu'il n'y a pas autant d'études en escalade. Et, ouais. Ouais, mais même, enfin, c'est pas du sprint, c'est pas du 100 mètres. Le 100 mètres, je pense, l'IA, elle peut se démerder bien. L'escalade, enfin, c'est juste lunaire, tous les facteurs, C'est tous ça. les détails à voir. Parfois, juste, tu vois la tête bouger, tu dis, bah non, colle-toi un petit peu plus, l'IA va peut-être pas voir ça. Mhm. Ou même, en fait, le fait que ça a un suivi de 4 mois, tu connais la personne, donc tu t'adaptes aussi à son mental, de comment elle a grimpé. Mhm. Tu sais qu'elle a mis une demi-seconde de trop, bah, au lieu de lui dire, tu manques de force, bassin, je sais pas quoi, tu dis juste, Grimpe t'as plus hésité, vite. t'as hésité, quoi. Ouais, exact, c'est ça. Donc, comme il disait Mathias, nous, on échange avec les coachés, avec des analyses vidéo, un maximum. C'est sûr que c'est délicat, hein, de se filmer dans une salle. On le fait de plus en plus, avec un petit trépied, Ouais. les copains qui peuvent filmer. Et au pire, bah, le truc, il est pas en 4K, c'est pas très grave, hein. Le téléphone, il tombe, bah, c'est marrant. Mais le truc, c'est que c'est, encore une fois, un échange entre coach et coaché. Notre avis, il est subjectif, tu vois, mais Tu peux pas vraiment. avoir la Et on vérité essaye d'être infuse à objectif. chaque Mais on fois, essaie c'est d'être ça. objectif Ouais. par rapport à notre expérience. C'est un échange. La personne, bah, elle va retourner dans le bloc, elle se refilme, elle nous dit ah non, ceci, cela. Mais voilà. Après, l'analyse vidéo, c'est surtout pour mieux rebondir et mieux l'entraîner. Après, si ça lui tient à cœur parce que c'est son projet, là, on va se mettre à fond et on va analyser sa vidéo et après faire en sorte qu'avec l'entraînement, elle puisse la faire. Mais la plupart du temps, c'est on demande des vidéos pour analyser la personne et rebondir pour plus tard pour ses objectifs. Voilà. Ouais. Et tu vois, concrètement, là, pour les auditeurs, si vraiment vous voulez analyser vous-même vos vidéos, un petit processus, tu vois, que moi j'utilise, après peut-être que vous pourrez dire le vôtre, c'est d'identifier des points clés. Tu vois, pour moi, il y a 3 gros points clés. Pour moi, c'est les hésitations. Est-ce que quand t'es sur le mur, t'es en train d'hésiter, tu vois, tu regardes un peu où sont tes prises, tu sais pas trop Le quel mouvement commitment, faire. Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est fluide quand tu grimpes, c'est-à-dire que est-ce qu'une fois que t'as pris la main droite, tu sais exactement que tu dois aller à la main gauche. Tu vois, il y a des moments d'hésitation comme ça où t'es sur le mur, tu dépenses de l'énergie parce que bah t'es accroché sur le mur, tu vois, mais t'es en train de rien faire, tu vois. T'es même pas en train de réfléchir, t'es juste perdu, tu vois, parce que t'as pas anticipé, t'as pas bien lu le bloc. Ça, moi, c'est le premier truc que j'identifie. En général, plus t'es débutant, plus t'as d'hésitation parce que t'as mal lu le bloc ou la voix ou peu importe. En deuxième, c'est les réajustements de prise, tu vois, de regrab les prises. Ça, c'est un truc que tout le monde fait, tu vois, même moi, je le fais tout le temps. Ouais. Enfin, c'est hyper dur à ne pas faire. Et des fois, c'est nécessaire de réajuster une prise parce que des fois, même, il faut mettre les doigts d'une certaine manière sur la Sur un prise. sloper ou quoi que C'est ce ça, soit, mais là, ouais. la plupart du temps, tu vois, surtout dans des niveaux moins élevés que, tu vois, genre par exemple jusqu'à V7, V8, tu vois, surtout si c'est des cotations en salle, si tu peux arriver précisément d'un coup sur la prise et tu restes dans cette position-là, même si t'es pas très bien et que t'engages quand même le move d'après, t'as moins d'hésitation, tu perds moins d'énergie, etc. Et du coup, tu regrabes pas et tu économises de la peau. Tu aussi. perds moins de magnésie. Enfin, la peau, c'est que des cellules d'eau. Donc, si tu commences à l'écraser 3-4 fois, t'as plus de magnésie, tu pouiffes. Donc, puis quand tu regardes les lives, quand tu regardes les 8C, 9A blocs dehors ou même en voix, quand le gars il enchaîne, et quand ça se passe vraiment bien, quand toutes les étoiles s'alignent, C'est paf, 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 il paf, ouais. tu vois, il reprend pas les prises. Ou quand tu vois les meilleurs grimper en compétition, malgré qu'ils connaissent pas le bloc, les Japonais, ils reprennent rarement 1000 fois la Exact. prise. Ils la prennent, paf, ils tiennent. Même s'ils arrivent en semi, 3 doigts, ils vont tenir, quoi. Ils ont la Donc, marge. La fameuse marge. après, comme il dit Léo, étape par étape, le but c'est pas de juste la prendre et plus reprendre en disant ah non mais là j'ai même pas la prise. J'ai Non, plus le droit. tu la gardes. Exact. Bah Faut pas être une machine de guerre, mais c'est pour ça que des fois on propose des exercices où tu ne reprends plus la prise, exagérer un petit peu la grimpe pour après prendre moins de C'est ça. Ouais. moins de mauvais réflexes à reprendre 1000 fois les prises. Ben oui. Mais encore une fois, si tu tiens mieux la prise, bah, même si tu la prends mal, tu vas pouvoir grimper un peu plus vite, tu vas pas la reprendre parce que bah, tu as assez de force pour la tenir. Donc on va peut-être passer à faire du renfort un petit peu avant. Enfin, c'est vraiment... c'est pour ça que c'est intéressant, il y a plein de choses Ah à ouais, faire. vraiment. Puis nous, justement, je sais qu'il y a un drill qu'on donne souvent, là, c'est justement le drill One Touch qu'on donne dans le warm-up. Souvent, tu sais, quand les grimpeurs et les grimpeuses, tu sais, V0, V1, V2, V3, quand ils grimpent dans les cotations pour s'échauffer, on leur dit, écoute, t'as pas le droit justement de te replacer dans ton warm-up. Dès que Tu sais, t'as touché la prise, c'est fini. Quoi. Ouais, Tu bouges ou plus. même de voir... on m'avait dit ça il y a 2 ans.
on m'avait dit grimpe le bloc comme si c'était un move au complet. C'est comme si pas De manière fluide. exact, c'est ça, comme si c'était vraiment un mouvement du début jusqu'à la fin. Ouais. Pas Utiliser ton stop, momentum go, et stop, tout. go, Exactement. stop, go. Là. Nous, Fait que, nous, ouais. pour faciliter, on va dire, cette contrainte-là, on a un exercice qu'on appelle le rythme. Le rythme constant ou rythme accéléré. Ça veut dire que là, tu vas grimper le bloc 3 fois. La première fois, tu vas la grimper de manière très lente. Et au moins, tu vas analyser vraiment tous les mouvements, toutes les prises, les préhensions, etc. Tu vas essayer de retenir tout ce que tu viens de faire. Tu prends 1 minute de pause. Tu vas essayer de le grimper de manière très fluide. Donc là, ça va être là ton exercice. Et la 3e fois, là, carrément, ça va être un challenge. Ça va être, OK, là, maintenant, t'es une fusée. Là, Le plus vite possible. le moindre ballon arrière pour te reprendre, c'est la mort. Il faut que tu réessayes. Il faut vraiment que tu ailles jusqu'au bout le plus vite possible. Et là, ça, c'est un super exercice. Parce que les gens, ils grimpent trop de manière constante, avec le même rythme, etc. Trop contrôlé. Et voilà. Et quand ils s'arrêtent, c'est, comme disait Léo, une hésitation de où est-ce que je vais. Alors que les professionnels ou ceux qui grimpent un peu mieux, et ben quand ils vont s'arrêter, c'est pour respirer. C'est un arrêt stratégique. Voilà, un arrêt stratégique. C'est pour ça que l'IA va pas avoir l'hésitation d'un pro. L'hésitation d'un pro, c'est qu'elle est calculée. Tu vois, il fallait qu'il hésite, qu'il change de méthode. Alors que l'hésitation de peut-être, j'en sais rien, Thibaut, 32 ans, qui a commencé il y a 2 ans, peut-être qu'il a plus de peur parce qu'il pendant la visio, pendant ses objectifs, il a dit moi je veux faire V5. Mais t'as déjà niveau V5, tu vois, il se met des barrières. Enfin voilà. Du coup, nous, avec l'analyse juste avant, les échanges, bah, on va savoir que cette hésitation, c'est pas voulu, ça va lui mettre des barrières. C'est pas une hésitation de je me remets en place parce que bah, malheureusement, c'est pas la bonne méthode. Donc, Et du coup, c'était mon 3e point, tu vois, c'est vraiment le rythme global de la personne, tu vois, est-ce qu'elle utilise son momentum pour se déplacer entre les mouvements, etc. Parce que comme tu disais, surtout les grimpeurs d'extérieur, en général, ils ont vraiment ce truc de Statique, stop, go, et même si t'étais un peu plus fluide en extérieur, tu vois, des fois, ça marcherait beaucoup mieux, tu vois, même en termes d'énergie sauvegardée, tu vois, parce que, imagine, je sais pas, tu fais un circuit V4, V5, même si t'as un niveau V8, V9, bah, si à chaque bloc, tu passes 30 secondes de trop dans le bloc parce que t'es en train de serrer les prises, bah c'est 30 secondes où t'es en train de fatiguer tes tendons, tes ligaments, tes muscles et tout, et où tu vas pas remettre des essais. Donc, des essais qui sont productifs pour apprendre des choses, parce que répéter 18 fois un bloc, si à partir de la 10e fois tu le fais parfaitement, bah les 8 fois supplémentaires elles sont pas très intéressantes. Par contre, mettre 8 essais dans un autre bloc où là t'essayes de le refaire et tout, là c'est intéressant. Donc voilà, vraiment pour les auditeurs, analysez vos vidéos, ne retravaillez pas les prises. Essayez d'hésiter le moins possible, d'être sûr de vous, vraiment. Et même si c'est pas la meilleure méthode, nous c'est un truc qu'on dit souvent même aux compétiteurs, t'as un plan A, tu vas à fond, et si ça marche pas, ok, tu te réorganises, tu essayes ton plan B, mais des fois ça vaut même pas le coup, selon moi, quand t'es pas compétiteur, de travailler ce truc de se réorganiser et de faire ton plan B pendant que t'es en train d'échouer ton plan A. Exact. Des fois, mieux vaut le lâcher, tu vois, et ne pas s'acharner et se reposer et faire le plan B, ou réfléchir au plan B et faire le plan B, que de voir que ton plan A il a pas marché et de complètement paniquer et de se fatiguer pour rien. Tu vois. Ça, c'est mon avis, tu vois, si t'es pas compétiteur. Pour moi, la réorganisation, il n'y a pas besoin que ce soit sur le mur, tu vois, sauf si vraiment le cas très particulier. Mais ça vaut, enfin, surtout en bloc en tout cas, où tu vois, tu peux lâcher, tu peux te reposer et tout. En voie, si t'es à 30 mètres de haut et que tu prends une chute de 10 mètres, c'est peut-être pas pareil. mais ouais, si tu peux te réorganiser tranquille en étant sur le tapis, en regardant ta vidéo, en réfléchissant, c'est mieux que d'être complètement tétanisé et de se dire ok, qu'est-ce que je fais, ok, je me relâche le truc. Après, Du coup, tu t'essayes pas progresses, à 100% ta Voilà, méthode c'est ça. et t'es à 50%. Ouais, c'est la pire chose à faire. Tu vois, tu vas à 90, t'as le cul entre deux chaises, tu dis je recommence ou j'essaie une autre. C'est une perte de temps, perte de peau, perte d'énergie. Il y a trop de facteurs dans ta tête qui passent, tu vois, et tu te dis est-ce que c'est rentable, est-ce que c'est pas rentable, et à l'entraînement c'est pas rentable. Alors, si tu analyses vraiment. Après, on n'est pas des machines de guerre, même nous on fait ce genre d'erreur d'arriver, de pas aller à 100%, mais juste le moins possible sur une séance de 2 heures, prendre l'habitude. Voilà, c'est prendre des habitudes. Donc ouais. En tout cas, c'était une belle parenthèse technique qu'on a pris. C'était un peu la question. Mais c'était vraiment bon. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans les 20 dernières minutes qu'on a parlé de technique, il y avait plein de nuggets. Là. Plein de nuggets. Puis c'est drôle, je viens de repenser aux vidéos de Lattice. Là, ça vient de repopper. Eux autres, ils avaient mis justement des capteurs dans les prises. Ils avaient pris une grimpeuse pro puis un grimpeur ou une grimpeuse amateur. Puis le même bloc. Puis au niveau de leurs facteurs de force, là, c'était quand même assez similaire. Puis là, on voyait justement le positionnement du grimpeur pro versus le positionnement sur le même bloc d'un grimpeur amateur. Puis on voyait que
il y avait comme 50% moins dans les doigts juste à cause du positionnement de la personne. C'est une folie. Fait que, Et de grimper de manière fluide, parce que quand ça part des jambes, le mouvement, ce que je dis souvent, c'est un peu comme en boxe, comme dans les arts martiaux, etc., où tout part des appuis et pas des bras. Et souvent, je dis ça, tu vois, dans la grimpe, et c'est trop important. Et ça reste un sport individuel, mais pour l'analyse vidéo, faites-le avec vos potes, votre copine. Enfin, genre, c'est quand même marrant d'échanger sur son échec. Enfin, voilà, c'est des échanges. Donc, même si vous n'avez pas de coaching, ou vous voulez peut-être vous projeter sur un coaching, mais peut-être un peu plus tard, échanger avec les copains, tu vois, pas être juste seul et se renfermer. C'est quand même tellement intéressant de rigoler sur j'ai chuté là, et puis l'autre il va faire une petite blague en disant tu sais pas poser tes pieds, et au final c'est un conseil super bien. Ouais, exact, c'est ça. Des fois on met les formes, tu vois, pour le dire au coaché, ouais, tu sais pas, là t'es peut-être pas assez bon dans griffer de pied, tu vois, alors que ça serait ton pote, tu lui dis ah t'es nul là, tu poses trop mal tes pieds, tu vois. C'est ce qui fait vraiment, je pense, d'expérience sur les 20 ans où on a pu coacher en présentiel, distanciel, compétition, perf, loisirs, etc. Parce que moi au quotidien ça m'arrive tout le temps de grimper avec les copains qui sont pas forcément en mode perf. C'est pour progresser, même dans tout, même dans la vie, être heureux, c'est la curiosité. Si t'es curieux, tu vas réussir. C'est-à-dire que tu vas faire des erreurs, mais si t'es curieux, tu vas te remettre en question, tu vas aller chercher ailleurs, tu vas poser des questions. Et l'escalade, bordel, si t'es pas curieux, tu te tires une balle. Si t'as les mains dans les poches et tu t'en fous. Après, ça va de soi, hein. Si t'es pas curieux, c'est que t'es peut-être pas forcément passionné. Mais je pense que si t'es passionné, mettre en place ces petites curiosités, là au salon de l'escalade, tu le sens quand la personne a été curieuse. Elle te pose des questions, ou du moins quand tu lui donnes des conseils, elle te regarde comme ça et elle note dans sa tête, quoi. Ou ça m'est arrivé de voir qu'il y avait un petit facteur, peut-être juste elle transpirait un petit peu de trop de peau. Je dis allez viens, on va aller au salon de Mika Mawem, il y a la petite crème qui t'empêche de transpirer. Elle était trop contente de l'avoir acheté et c'était un facteur mais juste énorme. Donc échanger avec les personnes, curiosité à fond et poser des questions. D'où dans le suivi on dit on essaye de rester connecté avec les coachés. Parce que sinon la progression elle marche pas. La personne elle est curieuse, elle te pose des questions et parfois quand tu la connais bien, peut-être même pendant une semaine il n'y a pas de message, mais au début c'est quand même vraiment important d'échanger. Enfin nous vraiment on échange, on partage notre expérience. Cool. Ouais. J'adore ça. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Ouais, vraiment. Les nuggets, j'aime bien l'expression nuggets. Les nuggets, exact. Ouais, j'aime bien. Il avait dit ça dans un autre podcast, il avait dit là, ça va être un baril de un bucket, de PFK plein de nuggets. Bref, ensuite, les pépites, c'est ça. Ouais, pépites d'or. Hors escalade, en dehors de l'escalade, je sais qu'on a parlé tantôt, tu sais, c'est revenu quelques fois, là, les 10 000 pas, bien boire de l'eau, dormir, etc. Ce serait quoi pour vous les facteurs limitants puis les choses que vous voyez chez les coachés que, OK, dès qu'on commence à travailler ces choses-là, ça fait une méga différence? Ouais. Comme on dit, on touche un peu à tout le monde. Et on a monsieur tout le monde, tu vois, quelqu'un qui a des enfants, ingénieur, étudiant, etc. Je suis très fier de dire, on a un pilote d'Air France. Donc, lui, des fois, il est à Bangkok, Las Vegas, Japon. Donc, pour moi, le pilier de l'hygiène de vie, c'est le sommeil. Mais c'est vachement dur. Ils le savent quand ils commencent un suivi qu'il faut dormir. Donc, on insiste, mais c'est vachement dur. Si le gars, il doit dormir 7 heures parce que c'est son taf, il doit s'occuper, c'est vachement dur, tu vois. Mais il essaye de limiter la casse et parfois, il essaie juste de se faire une petite sieste. Enfin, voilà, on lui montre que c'est vraiment le pilier. Par contre, là, on met l'accent et qu'on fait ça, on fait une visio nutrition, analyse diète la première semaine. Et je suis premier à dire que voilà, tu manges 3-4 fois par jour, pardon. Alors par semaine, sinon les grimpeurs ils vont mal. 3-4 fois par jour. Donc si tu peux optimiser ces 3-4 fois par jour, c'est une folie. C'est une folie. Juste avec cette petite visio, on fait, je pense, des grosses folies. Et même il y a des vrais changements, mais aussi niveau placebo, quand le coach te dit il faut faire ceci, cela, il y en a, ils s'y prêtent à fond. Que ça soit du 30 ans, 40, 50 ans, et on voit des changements juste énormes. Exactement. Moi, il y a bien sûr tout ce que tu as dit, Pierre, c'est la réalité, tu vois, c'est vraiment ce qui change une personne dans son hygiène de vie, et vraiment un peu plus sur la performance et ce qui se rapproche un peu à l'escalade, bien sûr, c'est la mobilité, parce qu'il y a des personnes qui ne prennent pas le temps par flemme ou ils savent pas quoi faire. Voilà, ils savent pas quoi faire. Il y en a certains qui ne se sont jamais renseignés sur l'importance de cette mobilité, et pourtant, à chaque fois qu'on grimpe, on a besoin
besoin de monter ce pied assez haut, tu vois. Donc nous, tu vois, le truc qu'on fait très souvent avec nos coachés, c'est une habitude de, à la fois par jour, se mettre une petite routine de 10 minutes sans... on cherche jamais à rajouter de la contrainte dans la vie de la personne, parce que c'est à ce moment-là où justement tu vas pas le faire, ou alors tu vas te forcer à le faire et du coup tu vas avoir hâte que le suivi s'arrête. C'est fini pour ne plus le faire. Et moins de motivation, donc moins de perf, tu vois, genre on revient sur ce qu'on avait dit. C'est un cercle vicieux négatif là, si mais carrément. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir pour n'importe quel conseil qu'on va donner maintenant, que ce soit sur la nutrition, le sommeil, la mobilité, c'est vraiment ne jamais se rajouter quelque chose de trop violent d'un coup, parce que justement, drastique, tu vois. Ça, c'est hyper important. Et souvent, on le voit, hein, tous les gens qui parlent de régime trop drastique, qui font des efforts mais lunaires pendant un temps, et après, pouf, ça craque complètement. Donc, la mobilité, je reviens là-dessus, c'est vraiment trop important pour moi. C'est un des facteurs vraiment, si on doit en lister, pour moi, c'est un des top 3, tu vois. Okay. Et on peut jouer sur ça en plus. Hein. Le sommeil, c'est dur, mais la mobilité, gars, tu fais le renfort, tu te reposes 5 minutes, tu peux faire 4 minutes de mobilité, tu fais 3 exos, donc tu peux faire... tu te retrouves avec 15-20 minutes sans avoir fait avant ou après ton entraînement de la mobilité. Exactement. Exact. Ouais, le but, c'est que ça soit pas contraignant. Bien sûr, si c'est catastrophique, tu fais jamais de mobilité, fais-en quand même. C'est pas pour t'énerver qu'on te dit d'en faire. Pareil pour la nutrition. Pas contre toi personnellement. Pareil pour la nutrition. Si tu me dis je mange pas le matin, quand tu commences un suivi, t'es peut-être pas athlète de haut niveau, mais quand même, on va te donner des entraînements, des contraintes physiques assez vénères. Donc, peut-être que c'est plus intelligent de mettre un petit déjeuner en place. Mais encore une fois, comme dit Mathias, étape par étape, on va pas te dire gros plat, pancake, des nuggets. Non, on va te dire 2 petits œufs, si t'es plutôt sucré, un petit yaourt avec, si t'as investi dans de la whey protéine, etc. On optimise ça, c'est un échange. Analyse vidéo, c'est un échange. Tout, tu vois, c'est pour ça que c'est intéressant. Et ce que je dis souvent, c'est que là, on parle beaucoup d'optimisation du coup pour la performance, pour l'escalade et tout, mais c'est vraiment pour la santé, c'est pour ta santé, c'est pour ton futur, c'est pour que justement à 50, 60, 70 ans, tu puisses continuer à monter les escaliers à 80 ans et être à l'aise, ou même continuer à grimper. Moi, j'ai un coaché aujourd'hui qui a 70 ans. Et qui est vraiment super fort, et bien sûr il a tout le passé qui revient de temps en temps avec certains problèmes d'articulation, mais il continue à grimper et c'est une inspiration pour plein d'autres personnes dans la salle. Est-ce que c'est votre plus vieux coaché? Moi personnellement c'est mon plus j'ai jamais eu plus que 50 et quelques. Mais c'est là qu'on insiste sur le fait que ça reste 4 mois de suivi, mais après les 4 mois tu ressors avec ressourcé, une bonne aventure et des clés en main pour peut-être les partager à tes enfants, à tes amis, à la famille, pour que eux de leur côté, même s'ils sont pas grimpeurs, qu'ils puissent faire peut-être un peu de mobilité pour pouvoir se mettre, même pour la santé, la survie, tu vois, on en parlait au salon de l'escalade. Si t'as 70 ans et que tu tombes, mais que tu peux plus te relever parce que t'as zéro mobilité, etc., c'est vite dangereux. Et pour la nutrition, pareil, on n'est pas des machines de guerre. Il y a eu Noël il y a pas si longtemps. Il y en a, ils te disaient mince, j'ai mangé la tablette de choco. Je fais, elle était bonne au moins. Plaisir. Et adapté aux contraintes. Tu vois, par exemple, mon coaché là, de 70 ans, je vais pas lui dire d'aller faire des séances en bloc. Il est tout le temps en voie, comme ça, il est sûr de jamais se faire mal au genou en tombant, etc. C'est vraiment s'adapter à la personne. C'est vraiment intéressant, pareil. 10 minutes de mobilité par jour, c'est quand même un court laps de temps pour aller chercher des gains. Tu perds juste à scroller. Alors là, tu ouvres tes réglages, tu regardes le temps sur TikTok, Instagram, machin. Si t'es pas professionnel, tu vois que tu passes genre 1 heure par jour sur TikTok, 1 heure par jour sur Instagram. Après, il y en a, ils vont dire mais c'est quand je suis dans les transports, c'est un temps mort ou je sais pas quoi. Mais en vrai, il y a vraiment des moments où t'es chez toi en train de rien faire, juste à scroller en mode doom scrolling, où tu pourrais juste te mettre sur ton tapis là devant ton lit, faire 2-3 étirements pendant 5 minutes et rescroller juste après. C'est pas grave, mais vraiment l'excuse de j'ai pas le temps de le faire. En vrai, quand t'analyses 2 secondes, là, tout le monde a le temps. Oui. Genre, vraiment, tout le monde a le temps. Après, c'est super dur. Hein. Vraiment, c'est super dur. Moi, j'ai la facilité de faire ça, que commencer à me faire de la mobilité. Mais d'où le fait que la plupart du temps, les gens, quand ils commencent le suivi, ils mettent cette discipline qu'on parlait tout à l'heure. Et le fait d'avoir investi dans leur coaching, d'avoir des coachs qui leur disent de faire ça, ils se mettent à faire de la mobilité. Ils passent de 0 à peut-être 20-25 minutes tous les jours.
et peut-être qu'après le suivi, ils vont garder peut-être 10 minutes, et ce qui est juste magnifique pour la perf, pour la bien santé, etc. Moi, j'ai envie de dire, regardez, là, vous écoutez un podcast, vous pouvez faire la les mobilité, étirements voilà, et la mobilité pendant je le fais podcast. pareil. Donc, abonnez-vous et écoutez tout le podcast en faisant la mobilité. Pour plus En de trucs et position de- conseils. Franchement, on rigole, mais pendant un podcast, Eh oui. tu peux faire des folies. Tu peux cuisiner, donc là, on a parlé de nutrition. Ouais. Tu peux te faire de la mobilité, tu peux faire tes 10 000 pas. Ouais. Donc, les podcasts, carrément, c'est super pratique. Ouais, ben justement, les 10 000 pas, moi j'ai acheté parce qu'à Québec, c'est rare qu'on. Parce que moi, je marche pas énormément. J'ai Tapis. acheté. Ben, en fait, c'est toi qui m'avais montré ça quand on s'était parlé il y a genre 1 an à peu près. Là. Je me suis acheté un petit tapis, puis là, tu marches, tu fais des appels, puis le 10 000 pas, il se fait comme ça. Ouais. Tu sais, tant qu'à faire des. Tu sais, moi, je travaille Ouais. aussi. Ah, c'est une folie. Ouais, Le standing desk. Moi, Moi, c'est une folie de travailler sur un bureau. Je sais pas, imagine, t'es ingénieur, t'es toute la journée sur ton bureau Pendant et de 10 pas heures. avoir de Exact. standing desk. Tu vois, enfin, c'est. En plus, ça coûte pas si cher. Tu vois, moi, Et je ça sais se que range. tapis plus standing desk, j'en ai eu pour 300 € sur Amazon. Tu vois, 300 € quand t'as un métier, c'est. Enfin, tu peux le mettre de côté en un mois. Tu vois, enfin, tu peux pas dire j'ai pas les moyens de, surtout quand c'est pour ta progression, pour ta La santé, santé. pour ça. Enfin, c'est. Après, oui, je suis d'accord. Tu vas pas ramener ton standing desk dans ton entreprise s'ils veulent pas que tu ramènes ton bureau, mais au moins, tu vois, je sais pas, t'as peut-être 2 ou 3 jours de télétravail dans la semaine. Quand t'es chez toi, juste au lieu de regarder la télé en étant dans le canapé, tu marches sur le tapis, même vitesse 2 km/h, tu vois. Enfin, c'est des petits trucs comme ça. Et moi, si je devais faire un résumé par rapport à ta question, avec nos coachés, on met en place ce qu'on appelle la checklist quotidienne. C'est-à-dire qu'en plus, il y a un petit côté dopamine où on te donne des petits items à cocher, tu vois, Bing, bing, où bing, tous les bing, jours, bing. tu coches ton Ouais. petit truc et t'as ton petit pic de dopamine de dire « Ah, là, j'ai fait mes 10 000 pas, j'ai bien mangé, j'ai bien dormi, etc. » Et du coup, ça t'entretient un peu cette motivation. Et du coup, si on cite un peu tous les items qu'on met dans cette liste, bien sûr, c'est très personnel. Il y a des gens, je sais pas, imagine, t'as un métier très physique, je sais pas, t'es serveur, tu fais 30 000 pas par jour. Exact, c'est Bah, ça. on va pas te dire va marcher un peu après ton service, tu vois. On va pas dire ça, tu vois. Mais quelqu'un qui est assis toute la journée, employé de bureau ou quoi, là on va lui dire bah ouais, c'est cool si à ta pause déj, tu peux manger en 30 minutes parce que t'as préparé ta nourriture à l'avance dans ton tupperware ou je sais pas quoi, et les 30 minutes qui restent, tu fais une petite balade et puis tu reviens, tu vois. C'est carrément possible dans 90% des cas, tu vois. Et du coup, on met en place vraiment plein de petits items. Ça change en fonction des personnes, mais les items qui reviennent tout le temps, c'est les 10 000 pas. Voilà, après, faut l'adapter à sa situation et tout, mais franchement, 10 000 pas par jour, limite obligatoire pour être en bonne santé. Bien récupérer aussi, t'oxygènes mieux. Enfin voilà, il y a 10 000 avantages à la marche. Ça brûle les calories. Ça brûle des calories aussi, t'as une meilleure composition corporelle. corporelle, moins de stress, du coup, t'as plus de testostérone aussi. Donc voilà, il y a plein d'impacts positifs. Surtout si tu vas marcher dehors en plus avec le soleil, Ouais, etc. c'est ça, vitamine D, enfin voilà, il Ouais. y a 10 000. Écoutez d'autres podcasts vraiment sur la santé ou quoi, sur la science de juste aller marcher. Il y a plein de. Même sur le côté motivation. Ça fait tu juste vois. du sens, ça fait Voilà. exact. Les 10 000 pas, la routine mobilité, vous en avez parlé. 10 minutes par jour max, mais tous les jours. Vraiment tous les jours, avoir une routine. Et si vraiment vous n'avez pas le temps de le faire, nous, on dit tout le temps, le meilleur moment pour le faire, c'est juste avant d'aller grimper. Imaginons, là, je suis ingénieur, j'ai passé de 9h jusqu'à 18h derrière mon bureau. J'arrive à la salle à 19h. Les 10 premières minutes de ma séance, c'est ma routine mobilité. Et comme ça permet aussi de faire le petit check de « Ah, je suis peut-être un peu tendu des épaules », t'en avais parlé dans un autre podcast où tu vas pouvoir même adapter ta séance en fonction des petites gênes ou quoi que tu peux ressentir. Je sais pas, tu vois, imagine, tu sens que t'es un peu rouillé de partout, t'es un peu fatigué, t'es pas très motivé, t'étais censé faire limit bouldering, tu vas peut-être pas faire du limit bouldering aujourd'hui, tu vas peut-être faire plutôt du volume ou des circuits ou ce genre de choses. Nous, on donne souvent des plans A et des plans B aussi pour les séances. Donc, si je récapitule, on a eu les 10 000 pas, la routine mobilité. Ensuite, il y a la l'alimentation. nutrition. Voilà, c'est ça. L'alimentation, souvent, on va donner un objectif à la personne qui est très précis par rapport à elle. Par exemple, tu dois manger 2500 calories par jour et 120 grammes de protéines. Je dis un truc au hasard. On lui donne un objectif très clair comme ça. Et après, bien sûr, comme vous disiez juste avant, faut pas tomber dans l'objectif de faut devenir compter fou, les calories de tous les jours, exact, c'est etc. ça. Nous, on fonctionne en journée type. Genre, on va te donner une journée type, ou même si tu pèses pas tous tes aliments, etc. Tu sais que si tu manges à peu près cette journée type, tu auras tes protéines, tu auras tes calories, tu vas bien digérer, tu auras tout ce qu'il faut en fait pour progresser. Et en fait, ça revient au fait que si tu te dis, ok, imaginons je passe 30 minutes par jour à compter toutes mes calories. Est-ce que si tu es dans le bloc et tu as peur d'engager le mouvement, c'est ce fait de compter les calories pendant 30 minutes qui va faire que tu vas être un meilleur grimpeur? La réponse est non. Donc du coup, faut pas se prendre la tête à des degrés hallucinants comme dans d'autres sports, comme je sais pas, le bodybuilding ou quoi, où là, bien sûr, tout ce que tu manges, ça a un impact direct sur ta composition corporelle. Mais en escalade, voilà, si tu manges un cookie avant ta séance parce qu'il y a que ça à la salle et que tu avais besoin d'un peu de glucides, ça reste des glucides, ça reste de l'énergie, tu vas quand même mieux grimper que si tu n'avais rien mangé. Mais voilà, c'est mieux de manger, je sais pas, 2 bananes et un carré de chocolat, tu vois. Mais voilà, c'est de l'optimisation. Donc, 10 000 pas, mobilité, nutrition.
Ensuite, les étirements. Alors là, du coup, ça revient un peu à la mobilité, mais souvent on donne des routines d'étirements à faire 2 ou 3 fois par semaine. Voilà, est-ce que la personne a fait ses étirements? Ok. Ça, c'est pareil, c'est très en dehors de la individuel. routine mobilité. Ouais, ça. en Ok, dehors. ok. Vraiment des séances d'étirement pour développer sa souplesse. Tu vois, genre par exemple, rester en grand écart pendant 2 minutes, etc. Tu vois, une séance qui dure à peu près 30 minutes, à faire 1 ou 2 fois par semaine. Ok. Souvent, c'est la moyenne, tu vois, de un peu tous nos coachés. Et le dernier item, bah, c'est le plus important pour moi, c'est le sommeil. C'est-à-dire que si tu dois en cocher qu'un seul par jour pour vraiment progresser, pour moi, c'est celui-là. Parce que tu peux mal manger, tu peux ne pas faire tes 10 000 pas. Tu vois, on le voit, les jeunes qui progressent, tu vois, qui ont 16, 17, 18, 19 ans, ils progressent énormément alors qu'ils mangent n'importe quoi, qu'ils font pas leurs 10 000 pas et tout, mais juste parce qu'ils dorment 10 heures par nuit, tu vois. Le sommeil, voilà, le plus important. Mais voilà, repassez un peu cet extrait là sur la checklist quotidienne. Dites-vous si vous cochez un peu tous ces items tous les jours. Et comme tu disais juste avant, on n'est pas des athlètes de haut niveau. Même les athlètes de haut niveau les cochent pas à 100% tous les jours, etc. Donc déjà, si vous êtes à 60-70% en tant que personne qui a une vie à côté, une vie de famille, une vie sociale, etc. Déjà, c'est déjà très bien. Incroyable. 60-70%, t'es déjà excellent. Surtout si tu coches le sommeil, tu vois, dans ces 70%. Et après, voilà, c'est au cas par cas. Et n'hésitez pas à réserver un appel. Il y aura tous les liens, je pense, dans la description pour qu'on vous aide justement à structurer tout ça. Si Très vous avez fort. des problèmes avec ça. Très fort, j'adore ça. La dernière petite chose que je voulais parler, justement, c'était parce que là, on parle de justement avec le coaching, comment on est capable justement de créer une relation avec la personne. Mais tu sais, vous, c'est quoi les erreurs que vous voyez justement quand les gens essaient de se coacher eux-mêmes? Bah, c'est la perte de temps. Bah, après, par contre, les blessures au doigt, hein. Il y en a tout le temps, hein. Les collègues qui ont les straps, là, on les connaît. Et puis parfois, c'est même pas intelligent de strapper, mais juste de pas le strapper, mais de grimper tranquille et pas d'assister le doigt, tu vois, avec du strap. Tu vois, ils sont pas experts, mais eux, leur réflexe, c'est de mettre direct du strap. Le médecin, je sais pas s'il s'y connaît vraiment, parce que c'est atypique les doigts, donc allez voir vraiment des experts en médecine, mais dans l'escalade, donc des kinés, etc., des ostéos. Mais c'est la perte de temps. C'est-à-dire que nous, en 4 mois, je considère qu'on fait gagner vraiment 3 fois plus de temps à la personne. Ce qui est cool, hein, à l'escalade, on peut toucher à tout, et c'est vachement marrant, hein. Il y a tellement de choses à faire, que ça soit dans la salle de muscu, en escalade, enfin, grimper dehors, bloc, diff, au-dessus de l'eau, vitesse, enfin, tu en peux plus, tu vois, il y a trop de trucs, c'est très bien. Mais d'où le fait que les gens, ils se blessent ou ils stagnent parce que ils perdent du temps à essayer de faire juste une chose qui est peut-être pas forcément adaptée à eux. Ils vont faire la même chose que leur copain, alors que leur copain, il est charpentier, donc lui, il est peut-être déjà chaud, toi, t'as fait le bureau, mais t'as envie de faire comme le copain qui va tirer direct parce que tu vas te dire, c'est mon pote, je vais faire comme lui. Mais le truc, il est vraiment juste pas adapté à toi. Donc, c'est cool de grimper avec les potes, etc. Mais voilà, l'erreur qui revient souvent, c'est de perdre du temps en faisant des choses qui n'est pas forcément adaptées à ton profil. Et des fois, c'est juste des petits détails. Et voilà, quoi. Exactement, mais c'est en gros dans cette question, tu vois, c'est vraiment un résumé de tout ce qu'on a dit au final, parce que l'aspect motivationnel, si t'es seul, c'est beaucoup plus difficile. L'aspect aussi personnalisé, où tu identifies tes facteurs limitants, seul, c'est très difficile de s'identifier soi-même, qu'est-ce que je dois travailler, etc. Et surtout, d'avoir envie de les travailler. Donc c'est vraiment un gros résumé de tout ce qu'on a dit depuis le début, d'avoir une vision extérieure, justement, d'avoir un coach, alors que seul, ça va être très difficile. Moi-même, en étant coach, je me fais coacher pour des objectifs particuliers. On se teste un peu entre nous, on se donne des conseils. Moi, je le coach. Non, mais c'est vrai, toi, t'as toujours besoin de ce regard extérieur, bien sûr. Ouais, c'est à chacun, même du coup, là, on parle vraiment des gens, on va dire, lambda, qui sont pas athlètes, comme on disait, mais des coachs ou des athlètes, comme nous, on a besoin de cet avis extérieur aussi, alors qu'on a toute cette connaissance. On en est plus conscient qu'on en a besoin. Tu vois, d'un avis extérieur et tout, on a moins cette barrière. Et je te laisse finir. Ouais, mais c'est ça. Et du coup, en fait, souvent, ça, c'est moi, le facteur limitant numéro 1 que je vois, c'est ce côté, je vais le faire tout seul. Tu vois, de penser que la personne est capable de le faire toute seule. Et ça, souvent, je dis bien souvent, après, ça dépend vraiment des personnes, c'est des problèmes d'ego, souvent, tu vois, où la personne est trop fière, a l'impression qu'elle peut faire tout seule. J'ai l'impression que c'est un truc qui est vraiment de la mentalité française, dans le sens où, tu vois, je sais pas, imagine, t'as des travaux à faire dans ta maison, tu vas jamais te dire, bon, j'appelle le plombier, même si ça me coûte 3 000 €, c'est pas grave, je sais pas faire de la plomberie. Tu vas toujours essayer de le faire tout seul, de bidouiller, de machin, tu vois, et en fait, au final, tu te rends compte que t'as fait n'importe quoi et t'appelles le plombier. Donc, t'as perdu du temps, t'as perdu de l'argent à essayer de faire tout seul, et t'appelles quand même le plombier au final. Nous, dans le coaching, c'est un peu pareil, tu vois. On a des gens qui, même si on leur fait un diagnostic, etc., on leur dit, écoute, là, si tu veux, nous, on a cerné tes objectifs, on a cerné qu'on pouvait t'aider, etc., et qui nous disent, soit j'ai pas le budget, soit j'ai envie de le faire tout seul, etc. Je dis bien souvent, tu vois, c'est pas pour tirer des balles ou quoi, mais souvent, ces personnes-là, même si on les recontacte 6 mois après, 9 mois après, 1 an après,
elles ont stagné, elles sont toujours au même point parce qu'elles n'ont pas mis en place des actions qui vont leur permettre de progresser, ou en essayant de le faire, elles se sont blessées ou quoi que ce soit. Donc pour moi, c'est ça l'erreur numéro 1, tu vois, c'est de penser, comme tu disais, que tu peux le faire tout seul et que tu es capable de le faire tout seul. Après, c'est cool, bien sûr, il y a des personnes qui ne sont pas faites pour le coaching, tu vois, qui vont aimer s'entraîner toutes seules, être un peu autodidacte, découvrir un peu par elles-mêmes. Mais dans ces cas-là, je pense qu'il faut pas être trop pressé de progresser, tu vois. Exact. Faut accepter le fait de se dire, ok, peut-être que j'en sais rien, là je suis un grimpeur de V5, si je fais appel à un coach, que je suis hyper discipliné et tout, peut-être que dans 3 ans je fais du V11, bah si je le fais tout seul, peut-être que dans ces 3 ans je vais me blesser 2 fois et puis je vais devoir faire ceci, cela, etc. Et au final, mon V11, je vais le faire en 6-7 ans, tu vois. Ouais. Et tu vois, quand on a nos âges, tu vois, si on arrondit, on a à peu près tous 25 ans, tu vois, enfin entre 25 et 30 ans. À nos âges, c'est ok, tu vois, aussi surtout quand t'es étudiant, etc., t'as pas les moyens de faire appel à un coach, tu vois. Donc c'est normal d'être autodidacte, c'est juste t'as pas les moyens. Mais à partir du moment où t'as un métier, t'as une vie, etc., et que tu as aussi un peu d'argent de côté, tu vois, c'est rare que les gens aient vraiment 0 argent de côté, surtout dans l'escalade où c'est un sport qui coûte cher. Et de se dire, ah bah non, j'ai pas envie d'investir sur moi parce que c'est trop cher, parce que ceci, cela, parce que je peux le faire tout seul. Pour moi, c'est une erreur monumentale, surtout quand tu commences à être un peu plus âgé, tu vois, vers les 35, 40 ans, etc., parce que tu n'as plus le temps, en fait, de perdre 3 ans à être blessé et machin, et surtout qu'à ces âges-là, souvent quand tu te blesses, tu vas arrêter l'activité. Non mais c'est vrai, tu vas arrêter l'activité, et si t'arrêtes l'activité, bah tu stagnes, enfin même tu régresses. Donc d'expérience, tu sais, moi ça m'a surpris, mais on a énormément de coachés entre 40 et 55 ans, aller voir même 60, et au final ces coachés, c'est vraiment agréable parce qu'ils sont ultra matures, ils ont investi leur argent, et comme il dit Léo, ils ont pas forcément 10 ans devant eux, donc eux tout est carré, tu leur dis ah ouais, enfin là ton petit déjeuner il est pas optimisé, mieux vaut faire ça. Bah, le mec à 55 ans il dit mec, c'est la première fois que mon poids il est stabilisé, en fait je me sens plus fort, j'ai plus il va plus t'écouter. C'est extrême, et encore une fois c'est parce que je pense qu'on fait de l'escalade à 40, 50 ans, 60 ans, on peut encore progresser moins vite, donc il faut adapter, mais on peut encore progresser en jouant sur tous les tableaux qu'on a parlé. Souvent ce que je dis c'est trouve ton Sherpa, genre tu sais ton Sherpa. Bah ouais, c'est ça, parce que ton Sherpa il fait quoi? Ton Sherpa il va prendre soin de toi, tu vois, dans toute la montée pour ton ascension, et au final bah, c'est un peu ça, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est rigolo. Let's go, j'adore ça. En fait, pour finir, avant qu'on termine le podcast, est-ce que vous voulez passer un message ou quoi que ce soit à notre à l'auditoire de la Voix des grimpeurs? J'ai un message, je le dis dans tous nos podcasts, mais on a énormément de ressources gratuites qui sont disponibles. Vous avez juste à nous envoyer des mots-clés. Je vous invite du coup aussi à écouter le Vertical Podcast, qui est notre podcast à tous les 3, si jamais vous n'avez pas encore écouté, si vous êtes nouveau. On a des routines de mobilité, justement, vous en parlez, qui sont gratuites. On a la batterie de tests physiques, où il y a vraiment tous les tests physiques que vous pouvez faire en autonomie. Une fois que vous l'avez fait en autonomie, vous pouvez réserver un appel de bilan qui est gratuit. C'est une visio où, comme on disait juste avant, on prend vraiment le temps d'analyser le profil de la personne, lui dire, voilà, c'est que pour la partie prépa physique, tu vois, mais les facteurs limitants par rapport à la prépa physique, comparé à son niveau et son objectif. Et suite à ça, si on se rend compte que la personne elle a le profil pour matcher avec nos méthodes de travail, tu vois, qu'elle s'entraîne 3-4 fois par semaine, qu'elle stagne vraiment dans un niveau précis, qu'elle a un objectif précis, qu'elle peut faire ceci, cela, et là on se dit ok, là on est fait pour travailler ensemble, on va t'amener à ton objectif. Et t'en parlais juste avant, on peut progresser vraiment à n'importe quel âge. Là je vais le publier dans pas longtemps, j'ai une étude de cas d'un coach à moi qui s'appelle Cédric. Cédric, il a 42 ans, 43 ans, j'ai peur de dire une bêtise, mais 40 ans et quelques on va dire, où il a commencé à grimper quand il avait 10 ans. Enfin, en gros, il grimpe depuis 30 ans, si j'arrondis. Et il stagnait. Et il commençait à régresser. Et il avait des douleurs, etc. Et en 1 an de suivi, à peu près, tu vois, en termes de coaching, il a gagné 20% de force doigt. Enfin, il y aura toutes les métriques dans la vidéo, tu vois, mais j'ai vraiment le 20% de force doigt en tête. Où, en fait, s'il avait été tout seul et qu'il n'avait pas pris ce suivi, peut-être qu'il aurait continué à avoir mal au doigt, il aurait continué à être dans sa zone de confort et il n'aurait pas reprogressé, alors que c'était un souhait de sa part de reprogresser, tu vois. Comme tu le disais au début du podcast, c'est ok si, j'en sais rien, vous êtes un grimpeur de V6 et que vous vous dites, je suis heureux dans le V6, je veux juste grimper mes V6, être tranquille, être avec les copains. Voilà, là, vous n'avez pas besoin d'un coaching, tu vois. Nous, on n'est pas là pour, comme tu disais, vendre des coachings à tout le monde, etc. On est là pour aider ceux qui veulent vraiment progresser, qui veulent investir sur eux, qui veulent aller vite et bien, j'ai envie de dire, parce que, comme tu disais, c'est un gain de temps aussi, parce que si t'es bien encadré et tout, c'est un gain de temps. Donc voilà, n'hésitez pas à nous envoyer mobilité, tests physiques, etc. Tout ça, c'est gratuit. L'appel de bilan, il est gratuit. Et voilà, n'hésitez pas. Toutes ces ressources-là, c'est important. Et beaucoup les gens sont assez timides. On l'a vu sur le salon. Des fois, ils viennent, mais ils viennent juste. Tu vois, faut aller les voir. Et bon, c'est normal d'être timide. Ça va de soi. Mais par contre, sur les réseaux, faut vraiment pas hésiter à venir nous poser des questions, des remarques sur nos posts, sur notre compte privé. Nous, au final, c'est notre job, mais c'est tellement une passion. Donc
hésitation zéro, que ce soit pour un ami qui ose pas faire le premier pas ou pour autre chose. Posez-nous des questions, c'est un sport qui est ultra varié, il y a plein de choses à apprendre, donc nous, c'est avec grand plaisir de vous montrer un petit peu la ligne de départ qu'il faut prendre pour votre profil. Voilà, ça reste un échange et c'est tellement bon. Et voilà. Exactement. Donc on vous attend. Hein. On vous attend sur nos plateformes. Hein. En tout cas, merci François. Hein. Yes, merci pour l'invitation. Je suis content de vous avoir vu, puis let's go.